L'échec, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est là où ma carrière a décollé encore plus fort qu'avant. Les gens sont de moins en moins focus. Et ils pensent qu'ils vont devenir milliardaires du jour au lendemain ou même artistes. Parce qu'ils ont fait 1 million de vues sur YouTube, ils pensent que c'est Brad Pitt ou DiCaprio. La pression aujourd'hui, elle est monumentale. On est commenté, critiqué, jugé, photographié, filmé, non-stop. Dès que je passais devant Bercy, je le regardais. Tant qu'il était dans mon champ de vision, je disais, un jour je t'aurai. Un jour je t'aurai. Mais est-ce que tu t'es visualisé le faire ou pas ? Bien sûr. Mon artiste préféré. On est là. Tous les invités, ils doivent mettre un pull important. On va mettre un important, bien sûr. Tu veux un pull, t-shirt ? T-shirt. L'important, c'est combien de fois vous allez remonter après de tomber. C'est tout ce qui compte. C'était en maths Pokora. Salut les gars. Comment tu vas ? C'est important. C'est important, frère. Bah écoute, ça va, hein, tout va bien. Nouvelle année commence, plein d'ambitions, plein de beaux projets et voilà, une détermination à toute épreuve pour tout croquer encore cette année. C'est quoi les ambitions de cette année un petit peu là ? Là, les ambitions de cette année, c'est donc préparer une prochaine tournée, album, un film, travailler aussi pour mon équipe de basket dans laquelle j'ai investi à Strasbourg. J'ai vu ça, c'est incroyable. Donc là, voilà, on travaille surtout logo, nouveau maillot, sponsor, aller chercher des nouveaux sponsors. En fait, faire rentrer le club dans une nouvelle ère qui fasse que voilà, ça attire tous les sponsors, que ce soit dans la région, autour de Strasbourg, mais aussi en Asio. Et donc voilà, le but c'est de nous faire passer dans une autre dimension et de ramener Strasbourg où la SIG était il y a encore 5-6 ans, où on enchaînait les finales du championnat de France, quoi. Ok. Donc ouais, une belle année avec plein de projets excitants et voilà, des vrais challenges, des vrais défis. Des nouveaux défis aussi. Ouais, c'est important. Important. Bah de toute façon, avant de démarrer, j'avais juste une petite question à vous poser les gars. Je sais que moi, ça fait des années que je vous vois ensemble un petit peu sur les réseaux. Et même toi, tout à l'heure, ça faisait très longtemps que tu me parlais justement de toi, qui me disais que vous étiez potes, même à l'époque, je crois, de la Parisienne déjà, que ça fait déjà tout un moment. Comment vous êtes rencontrés ? Ça fait plus d'une dizaine d'années. Ouais, c'est Vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés dans son restaurant. Ouais, à la Parisienne. Je suis venu un soir avec mon frère dîner. Et je crois que j'étais pas là. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est mon frère qui me parle du resto. Parce qu'il me dit, on avait fait un after avec la comédie musicale de, je crois que c'était Pascal. C'était Obispo, ouais. Ouais, c'était Obispo, ouais, qui venait. Et en fait, mon frère donc bosse dans la technique, etc. sur les tournées. Et donc, il m'a dit, ouais, il y a un truc là-bas, c'est sympa et tout. Et donc, on y est allé et Taylor était là. Et on a fini par parler, je sais pas moi, pendant 1 heure. Ouais, mais c'était il y a plus de 10 piges. Hein. C'était mon premier resto que j'avais ouvert, donc c'était à la Parisienne, place du Marché Saint-Honoré. Et ouais, j'ai ouvert en 2011. Et je crois il y avait d'ailleurs ces cadres-là. Et d'ailleurs, je les ai récupérés. Derrière toi, ouais. Je les ai récupérés. Les cadres qu'il y avait derrière toi. J'en ai plein et on les change, tu vois, au fur et à mesure des sets et des épisodes. Mais ouais, c'était à plus de 10 piges. C'est un truc de malade. Mais ouais, non, Matt, on avait bien accroché direct. Ouais, non. Puis on avait parlé pendant, ouais, je te dis, j'étais allé dîner avec mon frère et on s'est retrouvés quasiment à dîner à 3, quoi. Et non, c'était très très sympa. Et puis de là, on s'est plus lâché, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on s'est plus lâché. Ouais. Des vacances, tout, enfin, soit dans le sud, à LA, enfin, on a fait 400 coups. Ouais, mais des 400 coups, on est des gars sérieux. Pas les 400 coups. Non, mais en tout cas, ouais, ça fait plus de 10 ans. Ouais, c'est ouf comment ça passe, c'est un truc de malade. Ouais. C'est un truc de fou. Et vous avez déjà bossé sur des projets ensemble ou investi ensemble sur des trucs ? Non, pas vraiment. On a failli un moment, on est allé voir un appart, on avait vu un truc, un espèce de duplex, une cour intérieure, un truc assez marrant. On voulait faire un petit coup IMO. Ça viendra. Ouais. Ça viendra. Mais après, tu vois, même comme on disait sur les autres épisodes, genre, t'as des gens avec qui tu peux travailler tout de suite, tu vois, ça se fait plus ou moins naturellement, et t'as des gens où t'as pas spécialement envie dès le début parce que tu vois, tu veux créer des liens, des relations, et puis c'est très bien aussi de rester pote. Et c'est comme on expliquait même l'info avec Jamie, c'est que même avec Jamie, genre j'ai commencé à travailler avec lui, mais sur le tard, quoi, genre, c'est plus de 10 piges après. Je l'ai connu, j'avais 19-20 ans, j'ai commencé à travailler avec lui, j'en avais, je sais pas, genre 32-33, tu vois.
Donc ça s'est fait 12-13 ans plus tard. Et il n'y a pas de règle. Tu vois, en fait, pour moi, tu peux pas travailler avec quelqu'un juste parce que tu connais la personne, juste parce qu'elle est connue, pas connue, elle a de l'argent. En fait, tout vient à un point qui s'est attendre et c'est une question de timing, comme on disait hier. Et d'opportunités, des choses où tu es sur la même longueur d'onde au même moment. Exactement. Et à la fin, in fine, même si tu travailles pas avec la personne, c'est pas grave. J'ai eu plein de projets dans ma vie que j'ai voulu faire avec plein de gens, même Matt, tu vois, avec qui j'ai voulu faire, mais parfois c'est pas en adéquation, parfois c'est pas le bon timing. Ouais. Tu dis je viens déjà de mettre de l'argent là-dedans, attends un peu, machin, et puis en fait c'est une question de timing, ça sert à rien de forcer les choses. Et puis nous, voilà, on est assez constamment en in touch pour se dire tiens, là une opportunité, vas-y, tu peux, on y va, allez, let's go. Non, le seul regret que j'ai, c'est parce que j'ai quand même encore beaucoup de restaurants, tu vois, et même là, tu vois, je viens de signer un de mes plus gros contrats. Je peux pas encore l'annoncer jusqu'à fin février, mais un de mes plus gros contrats sur une énorme master franchise en France avec d'une grosse marque américaine. Ça fait 2 ans que je bosse dessus. Mais mon plus grand regret, entre guillemets, c'est que je suis toujours dans la restauration. Je l'opère plus en day-to-day, mais je suis quand même une grosse partie de mon activité aujourd'hui. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Matt, j'étais en plein boom. Tu vois, j'avais blow up dans la partie restauration. Et c'est vrai que maintenant, c'est vrai que Matt a pas mal de restaurants également aux États-Unis. Pasta Corner pour faire un petit peu de placement, mais et c'est vrai que le regret de l'époque, mais voilà, c'est pas plus aujourd'hui, c'était de pas avoir fait un truc comme ça avec Matt, parce qu'en fait au tout début, quand j'ai lancé le restaurant, mon objectif c'était de monter mes propres restos comme j'ai fait, et après d'associer des artistes et faire des enseignes de restauration. Et même avec Jamie, j'ai voulu le faire. Finalement, je l'ai pas fait parce que c'était trop tôt. J'étais beaucoup plus jeune, moins de maturité, moins d'expérience. Et j'aurais voulu le faire aussi avec Matt. J'avais pas mal de concepts, tu vois, à l'époque. C'était un petit peu mais au final, bon, maintenant, on fait des choses qui sont bien plus grosses et bien plus importantes. Donc, sur la partie investissement, on va en parler un petit peu après. Ouais, on en parlera plus tard. Maintenant, sur la partie vraiment longévité, c'est ça aussi qui m'intéresse. Votre relation, ça fait longtemps, du coup, qu'elle dure, que vous êtes potes, etc. Il a se passé plein de choses. Mais chacun, je pense, dans vos carrières, ça fait aussi un bon moment que vous vous développez. Je crois que j'avais vu ton premier album, c'était en 2004, si je dis pas de bêtises. Solo, 2004, mais quand je gagne l'émission à l'époque, c'est 2003. Donc ça va faire 21 ans. Ça fait 20 ans, 21 ans. Déjà. Ça passe vite. C'est quoi pour toi? Tu sais, on en discutait souvent avec Taylor de est-ce que c'est plus dur d'aller au top ou d'y rester? Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une phrase un peu bateau, mais d'y rester, c'est beaucoup plus difficile. D'aller te faire un strike une fois, ça peut être un miracle, un coup de bol, de dire voilà, ça y est, j'ai eu le mojo, j'ai eu le truc, j'ai eu la chance d'avoir le titre, mais en fait de constamment essayer de se remettre en question, de chercher à jamais décevoir, à toujours essayer de surprendre les gens pour rester là-haut, parce que c'est comme je dis toujours, une carrière c'est une course de fond, pas un sprint. Bien sûr. Voilà, c'est je pense que les gens sont beaucoup plus respectés avec une longue carrière qu'avec un gros hit que tout le monde connaît. Je pense que, tu vois, la vision, en tout cas, des gens de dire « lui, c'est quelqu'un, on va utiliser le vieux mot, c'est une star ». Dans leur esprit, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils voient cette personne et que cette personne fait finalement un peu partie de leur vie puisqu'ils ont ou grandi avec ou évolué avec, ou, tu vois. Et je pense que, de toute façon, dans tous les domaines, durer, c'est ce qu'il y a de plus dur parce que c'est preuve de grosse discipline de la personne en question, d'une vraie rigueur, d'une capacité à encaisser aussi la pression, la remise en question, les échecs mais se relever, etc. Enfin, je veux dire, sur la longueur, c'est dur, c'est éprouvant mentalement, psychologiquement, et peu importe le domaine dans lequel on évolue, que ce soit un athlète, que ce soit moi dans ma carrière, que ce soit un entrepreneur, d'être constamment prêt, d'être constamment, comment dirais-je, open et sur le qui-vive, etc. C'est quelque chose d'épuisant, en fait, d'éprouvant, psychologiquement, physiquement. Et donc, il faut être capable de gérer ça. Après, en plus, quand tu as une famille, comme c'est mon cas, tu as des enfants, et ça te rajoute une pression, ça te rajoute encore d'aller trouver du temps à libérer pour ta famille, pour tes enfants. Donc, d'un coup, le temps que tu avais dispo pour être performant, tu le divises par 2. Et maintenant, tu dois faire rentrer dans la moitié du temps qui t'est imparti ce que tu faisais sur le full-time avant. Donc, en fait, il y a tous ces paramètres-là
Et donc voilà, c'est évidemment beaucoup plus dur de rester en haut que d'y accéder. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Et toi, notamment, quand tu as commencé vraiment à exploser, que tu as commencé à avoir toute la visibilité qui a commencé à arriver, comment tu as pu justement gérer ça pour construire justement autour de ça et pas devenir comme toutes ces personnes, comme tu en parlais, qui peuvent avoir des fois un succès fulgurant, mais comme il y en a plein aujourd'hui et qui retombent en fait et qu'on oublie après quelques années après? C'est déjà de pas s'emballer, de rester les pieds sur terre, d'écouter aussi les gens autour de soi, parce que souvent quand on est tout là-haut, on se sent un peu invincible, et c'est là où il est le danger, c'est de se dire est-ce que j'ai pris assez de recul sur moi-même? Est-ce que là je parle de musique, c'est est-ce que je sais à qui je m'adresse? Est-ce que les gens grâce à qui je suis là, donc le public, quel est mon public? Qu'est-ce qu'il aime chez moi? Qu'est-ce qu'il aime moins? Qu'est-ce que j'ai déjà fait et qu'il faudrait pas que je refasse pour pas qu'on tombe dans une espèce de routine? C'est comme une histoire d'amour, en fait. Tu sais, un public, moi, j'ai toujours géré comme ça une carrière. Je me suis dit, le public, c'est comme une histoire d'amour. Si au bout d'un moment, tu lui donnes tout le temps la même chose, tu le surprends pas, c'est comme ta femme. Si à un moment, tu la prends pour acquise et que tu vas plus faire des dîners, faire des petits week-ends où vous vous retrouvez tous les deux, tu la surprends une lassitude. Il y a un mec qui va arriver un jour, il va prendre son numéro quelque part et en sous-marin, il va rentrer dans son cerveau et il va la faire rêver. Ce que toi, tu ne fais plus. Et c'est pareil avec le public. Il y a des artistes, des nouveaux artistes tous les jours. Et si tu te remets pas en question, si tu n'essayes pas de surprendre, au-delà même évidemment déjà de respecter le public, c'est la base. Mais moi, c'est pour ça, tous ces projets différents les uns des autres que j'ai pu faire, comédie musicale, mes albums solo, puis après faire un film, puis après revenir avec un album concept, etc. Ça fait partie aussi de ce pourquoi je suis encore là, parce que voilà, les gens savent qu'à chaque fois, c'est un nouveau voyage. Que ma scène sur la dernière tournée, la scène était au fond, là maintenant, on a une scène centrale. Et c'est de faire à chaque fois, se dire, sur chaque tournée, il nous a proposé un truc à chaque fois différent. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire sur la prochaine? Donc déjà, t'as déjà suscité l'intérêt pour celle d'après. Et c'est vrai que c'est important, ça, de se remettre en question. C'est obligatoire. Une fois que tu arrives là-haut, c'est d'écouter les gens et de vraiment d'avoir du recul sur soi-même. Ça, c'est important. Toi, tu fais quel parallèle avec l'entrepreneuriat? Taylor, t'as ressenti la même chose ou... Sur la longévité? Ouais, sur la longévité. Effectivement, entrepreneur, c'est différent d'un artiste, mais c'est à peu près c'est le même type de course. Aujourd'hui, c'est très facile de monter une société, peu importe quel type de business que tu fais. Ce qui est plus difficile, c'est de la scaler, de la développer, de la faire perdurer. Parce que la plupart des gens, ils montent des business, ils pensent qu'ils vont être milliardaires en un an, et si ça marche pas, ils vont repasser à autre chose, etc., etc. Donc, non, quand tu montes une boîte, t'as énormément d'aléas, t'as beaucoup de barrières, beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes, beaucoup d'échecs. Et en fait, c'est à force de surmonter, à force d'aller à l'encontre de ça, tu vas blow up et que tu vas faire qu'une société fonctionne. Donc, oui, ce qui est compliqué, ce qui est le plus dur, c'est de faire une boîte qui perdure. Parce que tu fais pas un business plan, enfin, en tout cas, moi, dans mes activités, tu fais pas un business plan sur 3 mois ou sur 6 mois. On n'est pas là pour faire un hold-up. On est là pour, comme le disait Matt, tu vois, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc c'est vrai que quand tu montes une boîte, tu la vois N+5, N+10, ça dépend si on parle de boîtes plus traditionnelles ou dans la tech. Mais voilà, tu fais jamais un truc pour faire un hold-up en 6 mois. Ceux qui le font en général, on en parlait à l'époque, là où la crypto, la NFT... Ouais, mais ça dure pas. C'est ça, t'en as qui vont faire une réussite fulgurante de quelque chose, comme quelqu'un qui pourrait faire un titre, mais qui n'était pas prêt pour, qui n'avait pas fait Bien sûr. le bagage pour, et qui c'est vont comme pas... ça qu'ils ont tué d'ailleurs le NFT. C'est que mais ils ont il y a tué, eu tellement de gens qui sont allés pour tout et n'importe quoi, des artistes qui ont voulu se jeter sur le truc. Mais en oui. fait, ils ont détruit en fait le concept même du NFT à l'époque. En fait. 100%. Enfin, l'argent que tu gagnes très facilement, tu le dépenses très facilement. Ouais, Donc, quand tu gagnes beaucoup d'argent en 6 mois, franchement, au bout du 7e mois, il reste très peu d'argent. Tandis que quand tu vois, c'est un dur labeur et que tu travailles tous les jours et que tu récupères ton argent, ta mise de départ, plus une plus-value des mois ou des années plus tard, tu fais un peu plus attention. Quand tu as sué pour, tu fais plus attention. Mais c'est différent, mais c'est normal. Quand tu as l'argent qui rentre tous les jours, ce qu'on appelle du cash flow, quand tu as l'argent qui rentre tous les jours, tu rentres 500 balles dans ta poche, tu vas les dépenser. Mais si ces 500 balles que tu as dans ta poche, tu as mis un peu de temps pour les avoir, tu vas les dépenser, mais différemment. Tu vas save un peu ton argent et tu vas dépenser. Tu vas dire comment je peux faire des 500 ouais. 1000.
Mais voilà, pourtant moi j'ai jamais été en business courte durée, j'ai toujours, enfin voilà, de toute façon dans mes activités ça n'a jamais fonctionné comme ça et non, ce qui est compliqué c'est vraiment de perdurer et puis aussi d'avoir une bonne image parce que le business que tu montes au tout début, c'est rarement le business avec lequel tu vas terminer. Donc tu as beaucoup de choses qui se passent tout au long de ta carrière et c'est vrai que voilà, il faut penser, enfin pour moi il faut penser long terme, C'est quoi la clé pour durer sur le long terme pour justement avoir ça? L'entourage, il joue énormément. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais l'entourage, il joue énormément parce que je pense que c'est impossible d'y arriver solo. C'est-à-dire que tu peux briller tout seul, mais si t'as les gens qui sont autour de toi qui t'aident pas à briller et à arriver, tu ne peux pas. C'est impossible. Et dans n'importe quel type d'activité, je pense que tu sois un artiste, un entrepreneur, mais moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on parle souvent, voilà, effectivement, des founders, des CEO, des gens que tu vois un peu plus, sur le devant de la scène comme moi ou différents de mes associés ou quoi. Mais t'as les développeurs, tous les gens qui bossent pour toi. Qui te permettent justement de faire vivre la boîte et de la développer. Mais sans eux, t'es rien, tu vois. Et même t'as des associés. Moi, je suis associé à des personnes qui sont, voilà, qui aiment pas du tout la lumière mais qui sont tout aussi importants que moi, voire plus parfois, tu vois. Enfin, différents. Mais qui sont indispensables. Qui sont indispensables. Et puis voilà, moi je connais mes limites, je sais exactement ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Et je pense que pour moi la clé c'est effectivement bien s'entourer et puis on en parle souvent, mais vraiment avoir cette rigueur. Pour moi, la rigueur militaire fait que tu perdures. Hein. Tu perdures et tu peux que réussir. Mais si t'es un petit peu genre à droite à gauche et que t'es pas focus. Ça marche pas. Et puis là aujourd'hui on est dans une génération où les gens sont de moins en moins focus et ils pensent qu'ils vont devenir milliardaires du jour au lendemain ou même artistes, tu vois, qui savent être des stars parce qu'ils ont fait 1 million de vues sur YouTube. Ils pensent que c'est Brad Pitt ou DiCaprio, quoi, tu vois. Donc c'est un peu le problème actuel, mais non, comment t'as géré toi l'entourage? T'étais bien entouré dès tes débuts? Moi, j'ai de la chance de vraiment, depuis mes débuts, reconnaître très rapidement quelqu'un qui va être bien intentionné ou sans même dire mal intentionné, dire juste quelqu'un qui est là juste pour être là, tu vois. C'est toujours un peu le truc quand t'es connu, évidemment, c'est beaucoup plus facile de se faire des amis, hein. Mais en même temps, voilà, c'est aussi très facile si t'as un peu de jugeote et un peu de recul sur les choses, de très vite déceler des gens qui vont te faire du bien dans ta vie ou qui servent à rien. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour dire je connais un tel, mais tu vois, on n'a pas besoin de 700 amis dans la vie. Non, on peut être gentil avec tout le monde, hein. Moi, c'est mon cas. J'ai pas besoin d'avoir 700 amis. Je pourrais en avoir 700 hein, avec tous les gens que je rencontre tout le temps, mais on peut pas, c'est pas possible. On peut pas rester en contact avec je ne sais combien de personnes et tout et être disponible pour être un ami, c'est être là, vouloir voir la personne, aller déjeuner. Nous, des fois, on se voit pas pendant 1 mois et demi, 2 mois, mais on se dit bon, vas-y, on se trouve le temps d'aller déjeuner, au moins de se capter. Mais on peut pas le faire avec trop de gens, c'est pas possible. Donc, en fait, à un moment, tu te dis bon, je cherche pas des amis là. Après, la vie fait des fois que tu rencontres quelqu'un et ah ouais, ça passe, le courant passe, donc tu gardes contact et t'as vraiment apprécié le moment avec la personne. Mais c'est vrai que c'est un truc, moi en général, comme je dis toujours, moi dès que je serre la main pour la première fois, je sens quelqu'un, quoi. Tu le sens directement. Le regard. Tu scannes. Ce qu'il y a dans les yeux, ouais, je scanne direct. Dans les yeux, le regard, il est fuyant, il est pas fuyant, il regarde ses chaussures, il me regarde dans les yeux, il y a un sourire, il y a des yeux qui sont, il y a un regard bienveillant, ou il y a quelqu'un qui est super stressé, il se met la pression, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis connu, mais on s'en fout, c'est pas le propos, là je suis en train de serrer la main d'homme à homme, enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là que je scanne, en fait, et en général, moi, au premier regard et serrage de main, j'arrive à ressentir une personne quand elle rentre dans une pièce et tout. Je suis très, très sensible à ça. Et d'où ça devient, tu penses? D'où ça devient justement cette mon éducation, moi, mon grand-père militaire, mes parents, voilà, très, très simples. Et limite un peu, mes parents toujours sur la réserve, tu vois. C'était pas... Chez moi, c'était pas genre j'avais les voisins tous les 2 jours, on faisait des dîners, des barbecues. Non, nous, c'était très rare ça, tu vois. Et c'est vrai que ouais, j'ai des parents qui ont toujours été assez réservés
Et moi, j'ai eu un grand-père aussi qui a participé à mon éducation, puisque j'allais beaucoup en vacances là-bas quand mes parents pouvaient pas me garder. Et voilà, éducation de militaire à l'ancienne, tu vois, tout est le timing. Alors ça, le timing, je crois que je le tiens même plus de mon père. C'est vrai que ça t'as aussi, comme c'est une horloge, hein. toujours à, tu vois, à Taylor et tout, et il le sait quand on a rendez-vous. Tu vois, là, je suis arrivé 5 minutes. C'est ce avant. qu'il m'a dit, Ah, parce que là, on est des artistes, genre, tu vois. Oui, mais ça, C'est pas c'est toujours le cas, bien tu vois. sûr, frère. Il m'a dit, ouais, Matt, lui, il est Oh, toujours à l'heure, carré. C'est mes frérots, hein, mais les Chris, les Rich et tout. Je sais. Après, Mais tu vois, moi, en fait, moi, je pense à... Déjà, ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un qui est à l'heure, je lui fais confiance. Ah, moi, je te tends Quelqu'un là. qui n'est pas à l'heure, je lui fais pas confiance. Ça peut être mon pote, hein, mais j'aurais pas confiance. Parce que je dis, vas-y, si je lui demande de faire un truc, ou si on commence à s'associer et tout, je vais galérer à le joindre, ou il va truc, ou il va m'afficher devant des gens avec qui on va avoir un rendez-vous, etc. Et la vérité, tu vois, moi, les gens qui sont à l'heure, en fait, ça aussi, quand tu me dis, choisis mon entourage, si la première rencontre s'est passée et que la prochaine, on se dit, vas-y, bah viens, on va déj et tout. Et que si je vois qu'il arrive comme moi 5 minutes avant ou pile à l'heure, je me dis, ok, déjà, j'ai affaire à quelqu'un qui est bien dans sa Mais oui, tête c'est organisée. hyper important. En fait, je dis toujours, c'est une preuve d'intelligence. C'est parce que c'est de l'organisation. Et si tu es assez organisé pour anticiper, s'il y a du trafic ou les transports, machin, je préfère arriver 15 minutes en avance 100%. plutôt que 15 minutes en retard. Déjà, dans ta démarche, le respect, déjà, il est là. L'organisation, l'anticipation. Et déjà, c'est preuve de beaucoup de choses. Et moi, évidemment, alors, c'est pas moi qui fais des entretiens d'embauche, mais bon, indirectement, quand j'ai des rendez-vous, je décide des gens avec qui je vais collaborer ou pas. Mais déjà, ça, c'est primordial. Tu vois, un truc tout simple, par exemple, avec Tony Parker, qui est un peu comme moi, super carré organisé. La première fois qu'on fait un déj ensemble, moi, j'arrive comme d'hab, 5-10 minutes en avance, j'arrive, il était déjà à la table. Ouais, Et dans ma tête, je savais pas s'il allait me la faire. Oui, joueur basket américain, qu'il allait mettre 5-10 minutes juste pour faire. C'est souvent, c'est les mecs pour faire genre, ouais, je suis un peu plus important que toi et tout. C'est très. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une règle de venir après la fête. Et moi, alors, c'est que de ouf. tu vois, quand je rencontre Tony, c'est comme ça qu'on est devenu aussi proche aussi. Ça fait partie de ça, c'est qu'on s'est regardé dans les yeux, on a regardé la montre, on s'est serré la main en se faisant un clin d'œil, on se dit. On savait que pour nous, déjà, c'est quelque chose de trop important. Et donc, après, tu sais, c'est-à-dire que tu vas en vacances, des trucs tout bêtes, on fait nos vacances ensemble, tout le monde est dans les chambres, machin et tout, on dit à 15h30, on part à la plage. Eh ben, tu sais que tes amis, à 15h30, tout le monde est dans le salon, prêt à décoller. Mais parce que quand toi, t'es à l'heure et qu'à 15h35, 40, tu commences à crier, vas-y, machin et tout, et ben, ça met une tension inutile, les trucs. Tu dis, mais vas-y, j'ai pas envie de vous attendre. Et en fait, c'est des trucs comme ça, tout le temps. Et pour moi, ça aussi, tu vois, c'est primordial. Quelqu'un qui est à l'heure, c'est une preuve d'intelligence, d'organisation, d'anticipation, et ça veut dire beaucoup déjà. Donc, dans les affaires, c'est quelqu'un déjà qui te met en confiance. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi la première chose que tu regardes, toi, Taylor, chez une personne avec qui, par exemple, tu vas bosser ou collaborer? Alors, que les gens soient à l'heure, c'est un peu. Moi, je suis vraiment comme ça. Enfin, me connais un minimum. Je suis toujours en avance. Genre, je préfère attendre 1 heure enfin, tu vois, 1 heure devant que arriver 10 minutes en retard. Ce que j'aime pas être dans le rush. Je suis pas du tout quelqu'un de last minute. Maintenant, est-ce que je m'entoure des gens qui sont à l'heure? Pas forcément. Parce que c'est vrai que la plupart des gens avec qui je travaille ou avec qui je suis ami, c'est beaucoup de gens aux États-Unis et la mentalité américaine, elle est totalement différente. Ils ont un vrai problème de timing, quoi, d'être là à l'heure, c'est impossible. Enfin, genre, tu pars à 15h, tu pars à 17h, quoi, tu vois, c'est horrible. C'est horrible, surtout pour des mecs comme nous qui sont hyper cadrés, prêts à partir, tu vois, et donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pas spécialement ça que je regarde. C'était quoi la question initiale, pardon? C'est quoi que tu regardes chez une personne justement avec qui tu vas collaborer ou que tu veux recruter? Moi, c'est pareil. Depuis toujours, genre, j'arrive tout de suite à. Tu peux te tromper, bien sûr, mais j'arrive plus ou moins à cerner la personne et je sais que si la personne elle est bienveillante, enfin voilà, j'arrive à tout de suite à comprendre et je pars d'un constat, c'est que j'ai confiance en personne de base. Donc ça m'aide vachement, tu vois. C'est parce que j'aime pas être déçu, donc je pars du principe que j'ai confiance en personne. Initialement parce que tu connais pas la personne. Et pour moi, connaître quelqu'un, ce que je dis à chaque fois, c'est que tu connais quelqu'un pas au bout d'1 an, pas au bout de 6 mois. Tu la connais au bout de 5 ans, 10 ans, et surtout après avoir vécu plein de choses avec. Être parti en vacances. Déjà, partir en vacances, t'apprends très rapidement. Tu dis, ah ouais, c'est quelqu'un, il est super psychorigide, ou il est machin, ou il est pas marrant au final, ou il est vraiment dans son truc, ou tu vois.
où c'est moi je, enfin, Bien tu sûr. vois, il y a Puis plein de trucs comme on est ça. parti, sans citer de nom, on est parti en vacances avec des gens Bien sûr. en commun. Et Ouais. en fait, c'est vrai que ça, Et tu dis, ah non, c'est pas possible, cette énergie, C'est tous vrai. les jours autour de moi, là, C'est ça me horrible. prend trop d'énergie et tout, tu vois. donc, je pense qu'il faut, voilà, moi, comme j'ai confiance en personne de base, je pense que j'accorde ma confiance, elle est ce qu'elle est, sur du long terme, mais en ayant vécu plein de choses avec la personne, tu vois. Ouais, Des tout bons, des longtemps. mauvais, tu vois. Parce que le but, c'est pas que de faire la fête avec quelqu'un, c'est pas que d'aller au resto avec lui, c'est aussi quand tu vas pas bien, quand, tu vois, qu'il te donne des conseils. On n'est pas là pour materner, mais, tu vois, enfin, donner des conseils, tu vois. Vraiment. Puis même, tu vois, même à l'époque, même quand j'étais allé travailler avec mon ex ou quoi, Matt, Jamie, mes vrais amis, tu vois, c'est des mecs depuis le tout début qui m'ont dit, mais arrête, tu vois, et quand t'as des gens que tu connais depuis toujours et que tu as ta confiance, tu les écoutes plus que d'autres personnes donc voilà, pour moi, c'est toujours la longévité, tu vois, autant dans l'entrepreneuriat que des gens qui t'entourent, parce que les gens sont toujours bien la première semaine, le premier mois, les premiers 6 mois, tout le monde est incroyable. Mais est-ce qu'ils sont encore là quand t'es moins au top? Est-ce qu'ils sont encore là quand tu leur apportes moins de choses? Quand t'es moins important, tu vois, il y a que sur le long Sur la terme durée, que- tu vois. Et puis Ouais. un ami, il te dit aussi des fois les choses qui fâchent. Ouais, Il a vraiment. pas peur de dire, tu sais, ça fait plusieurs fois les gens me disent ça, tu devrais, tu vois. Il C'est ose. pas les gens qui disent, si je lui dis peut-être ça va le braquer, on va perdre notre amitié et tout. Tu vois, ça c'est des gens intéressés en fait. Et en fait, ça c'est important aussi de dire les choses qui peut-être parfois peuvent fâcher, mais de le dire si t'as un truc sur le cœur. Bien sûr. Et puis, à contrario aussi, un vrai ami, c'est pas quelqu'un qui va te reprocher constamment. On s'est pas vu depuis machin. C'est quelqu'un qui fait la démarche de pourquoi on s'est pas vu, de se mettre à ta place, de dire ça si je vais pas lui casser la tête, c'est pas. Et nous on est comme ça. Vraiment. Tu vois, moi j'ai beaucoup de gens qui vont m'envoyer un reproche et tout, ça me fatigue. À partir du moment où j'ai quelqu'un qui me reproche parce qu'on se voit pas assez, moi ça me bloque totalement. J'ai même plus envie de faire l'effort. Je me dis mais en fait tu fais pas la démarche de te dire que j'ai des enfants, j'ai une famille, je suis en tournée, je suis déjà pas beaucoup là. Donc les peut-être 2 soirées que je passe dans la semaine, tu peux comprendre que j'ai la flemme, j'ai pas Ouais, bien envie, sûr. j'ai envie d'être sur le canapé avec mes enfants devant la télé, un truc tout simple et tout. Et t'as des gens qui comprennent pas ça, donc ils vont t'envoyer un truc oui on sait et qui vont venir pleurnicher et tout. Et ça je déteste. Ouais, ça. c'est ça. Et nous, pourquoi ça tient, et avec mes amis en général, c'est que des fois, ben, tu peux ne pas avoir de news pendant 3 semaines, 1 mois, même pas un texte, De ouf. mais tu sais qu'en fait, et lui et toi, au moment où l'un va envoyer un texte à l'autre, il va y avoir 0 reproche, on va dire, on se voit, allez, let's Ça, go, sur on les va se fréquences. voir. Non, mais C'est ça, en fait. en fait, ne pas voir la personne, c'est normal parce que quand tu as des activités qui sont prenantes, tu as une vie de famille, peu importe, tu voyages, enfin, on a tous notre vie, Voilà. c'est que c'est compliqué. Mais moi, je sais que, que ce soit avec Matt ou même d'autres amis, juste tu check parfois, tu vois. Voilà. Moi, des fois, j'envoie des messages à mes gars, j'ai besoin de rien, I'm just checking on you, tu vois. Ouais. Tout Ouais, est bien, ok, on se voit bientôt, tu vois. Et puis voilà, c'est vrai que même là, il était en tournée, enfin, t'es toujours en tournée, mais pendant je sais pas combien de temps, partout. Moi, j'ai beaucoup voyagé, enfin, c'est compliqué. Au final, on s'est même pas vu à Paris. Je crois que c'est vu une fois. 2 fois là. Et après, bon, on s'est vu à LA, tu vois. On s'est vu à Los Angeles, là, il y a quelques semaines, mais bon, après, voilà, je pense que quand t'es vraiment mis avec quelqu'un, même si tu vas pas la personne pendant 6 mois, ça va rien changer. Ouais, et puis tu dis juste rendez-vous demain à telle heure, vas-y, allez, Ouais, je c'est suis là, pas de chichi, C'est pas de ah bah il était temps que tu me machin. Flemme. Mais tu parlais On se justement sait, en de- gros, c'est ça, tu vois, les amis, Ouais. on se sait, Ouais, pas bon. besoin de tout le temps, machin. Tu parlais tout à l'heure du fait que des vrais amis, c'est aussi des personnes qui savent te dire les choses qu'il faut. Ouais. Qu'il faut. Ça a été quoi pour toi la critique la plus constructive qu'un ami justement t'ait donnée? Bah, c'est mon manager, Thierry, avec qui je travaille depuis mes débuts, depuis Ouais, longtemps. toujours. Et Thierry qui, en fait, tu sais, quand t'es un artiste jeune, souvent, on a tous un peu le même péché, c'est de vouloir être, à un moment, de se dire, ah, je suis populaire, mais j'ai envie d'être super hype et tout, tu sais. Les gens veulent la carte, ils veulent le truc et tout, ils pensent, c'est très hype, et en fait, ils pensent microcosme, puisque la hype, c'est vraiment un 0,01% de notre pays, tu vois. Et en fait, c'est toujours ce petit danger d'un moment de vouloir aller vers un autre truc parce que tu veux te prouver à toi, mais tu dis, mais non, en fait, ce qui est important, c'est de dire, voilà, qui tu as touché, et regarde bien autour de toi les gens, en fait, qui sont là, qui remplissent les salles, qui c'est, qu'est-ce qu'ils aiment. Regarde leurs yeux, regarde, tu vois. Tu les analyses. Il faut savoir à qui tu t'adresses, tu vois.
et qui est réceptif à toi. Et ça sert à rien d'essayer de se prouver des choses. Reste toi-même. Si ça a marché comme ça, pourquoi tu veux changer, aller toucher d'autres gens? On s'en fout, c'est pas grave. Tu vois. La bonne recette. Concentre-toi sur les vrais gens qui sont déjà beaucoup plus nombreux que ce petit microcosme parisien. Et moi, dans la musique, je sais que ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné. C'est de me dire, ouais, tu t'es fait plaisir, t'as fait ce que qu'est-ce que t'as approuvé? Tu vois, en gros, ils vont me dire, qu'est-ce que t'as approuvé? T'as réalisé ton rêve, tu remplis les salles, tu fais des grands shows, t'as travaillé avec les producteurs américains avec lesquels tu rêvais de collaborer quand t'étais jeune. Qu'est-ce que tu veux prouver à ces gens-là? S'ils veulent pas te mettre en avant, ils veulent pas te donner leur carte, ou peu importe ce que tu fais, que ce soit bien ou mauvais, on va dire que c'est bien juste parce que ton nom, bah, faut l'associer avec, ah ouais, c'est bien, et tu vois, ça excite des petits gens du 16e ou des petits bobos de la Fashion Week. Mais tu vois, c'est pas eux, en fait. C'est pas important. Ça, c'est pas important, tu vois. Et ça, c'est des choses que j'ai compris avec les années, que mon manager et mon entourage m'a dit, parce que quand t'es jeune et que toi, tu viens, t'as envie d'être... Et en fait, c'est quoi? C'est pas grave. Ces gens-là, ils font tout leur cinéma pendant le temps qu'ils veulent, mais dans 20 ans, on fera le bilan et on verra qui a le mieux réussi. Déjà, ça fait 20 ans, tu vas faire un bilan. Bien sûr. Mais tu vois, ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. C'est de me dire, non, reste qui tu es et n'essaye pas de plaire à des gens qui ne sont pas venus naturellement vers toi, puisque ça veut dire que c'est pas naturel, l'attraction entre eux, tu vois. Tu parlais des rêves, justement, que tu as accompli la plupart des rêves que tu avais. Aujourd'hui, c'est quoi les rêves qui te restent ou vraiment ce que tu veux aller chercher? Qui te motive toujours, on va dire, à continuer? Professionnellement et personnellement, ça peut être les deux. Professionnellement, moi, c'est toujours ce challenge de rester là-haut, de toujours remplir toutes les plus grandes salles, de toujours être considéré comme le plus gros performeur de ma génération, en tout cas en France, et tout ça, tu vois. Ça, c'est un challenge de toujours me dire, voilà, c'est la trace que j'ai envie de laisser. Alors, de marquer une époque, voilà, je pense qu'en 20 ans, ça y est, j'ai marqué une époque. Que ça s'arrête demain ou dans 10 ans, quoi qu'il arrive, là, il y a 2-3 générations en France qui auront vécu 20 ans avec moi. Que tu écoutes pas ma musique, mais en tout cas, j'aurais fait partie du paysage, j'aurais été dans ton écran de télévision pendant 20 ans. Donc là, je fais un peu, évidemment, j'ai réalisé ce rêve de marquer une époque, mais après, j'ai envie tu sais, à l'image, en fait, moi, je suis sportif à la base. Donc, à l'image d'un LeBron James ou d'un Cristiano Ronaldo, de toujours repousser les limites, de se dire, mais comment il fait? C'est-à-dire que, ah ouais, encore à cet âge-là, il envoie des performances physiques comme ça, il se remet en question et il remplit toujours ses trucs. En fait, c'est ça, c'est la longévité. Ça c'est vraiment mon goal encore dans professionnellement. Et personnellement, moi, c'est de pouvoir être là pour mes enfants, de les voir grandir, évoluer. Alors moi, je trouve que, tu vois, depuis 4 ans que j'ai eu mon premier fils, je me débrouille très bien par rapport à ça. Comment tu gères ça? Je dors moins, je passe beaucoup moins de temps pour moi quand j'ai du temps libre, et vraiment, je donne beaucoup de temps à ma famille, mes enfants, mais c'est ce qui me rend heureux et c'est ce qui me rend aussi fier de me dire, j'ai une famille, mais on passe vraiment des moments ensemble, on partage vraiment des choses. Je fais beaucoup de choses avec ma femme, mes enfants, on partage beaucoup de moments, et en fait, moi, voilà, à titre personnel, c'est de vraiment voir mes enfants grandir, d'être à côté d'eux. C'est tout ce que tu as voulu en même temps. Voilà, c'est d'être leur meilleur ami, tu vois, que ce soit ma belle-fille, de me dire, voilà, je suis leur meilleur ami, on se parle, on rigole ensemble, et voilà, ils ont l'habitude de me voir aller chercher à l'école, de ce truc, tu vois, je veux pas être Et donc ça, vie personnelle, c'est ça. Et mon rêve, évidemment, serait que mes gosses, ils aient une passion pour un sport et de s'accompagner là-dedans, de les voir... jouer dans le club de basket, Ouais, foot, basket, évidemment, mais juste, je dis un sport, mais vraiment une passion où je peux les accompagner, les porter, les aider, tu vois, les pousser, les motiver, et voilà, leur donner des ailes, tout simplement, en tant que parent, quoi. Toi, je dirais, c'est quoi aujourd'hui, Taylor? Pareil, quand tu as démarré, je pense que tu avais plein de rêves aujourd'hui que tu as pu accomplir. Il y avait certaines personnes, je pense, avec qui aussi tu voulais collaborer, peut-être ou pas. Aujourd'hui, c'est devenu tes amis proches. Tu as pu monter des boîtes comme tu voulais en monter avant. Même il y a déjà 5 ans, quand tu me parlais de vouloir monter des boîtes du type de shares ou quoi, etc. Maintenant, c'est le cas. C'est quoi vraiment les objectifs ou les rêves forts, en tout cas, que tu as toujours en tête? Alors, déjà, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'était pour répondre à la première question, c'était, pour rebondir à la question que tu as posée à Matt, c'était de pas avoir peur de l'échec. La plupart des gens, ils ont peur de se lancer parce qu'ils pensent être pointés du doigt si ça n'a pas fonctionné. J'ai fait plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. Je vais faire plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. C'est le lot des... Mais ça fait partie du truc. Et même si on te pointe du doigt, on est dans un
dans un monde de consommation. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on pointe de doigts, demain, tout le monde aura oublié. Parce qu'il y aura encore autre C'est chose. quelque chose d'autre. Mais l'échec, c'est parti. le meilleur, la meilleure chose qui puisse t'arriver des fois. C'est la meilleure Moi, chose. c'est là où ma carrière a décollé encore plus fort qu'avant quand mon album Bien anglais sûr. n'a pas fonctionné parce qu'après, il y a remise en question et là, tu commences à comprendre plein de choses. C'est quand tu es dans l'échec que souvent, quand tu es dans une dynamique de succès, tu te remets pas spécialement en Mais pas question. du Mais tout. quand vient ton premier échec, là, tu mets un pause. Alors, ou tu sombres parce que t'es pas foutu d'avoir du recul sur Oui, t'as toi-même pas les et épaules pour. de te relever. Mais c'est là où c'est excitant parce que là, tu commences à comprendre plein de choses. Parce que là, tu fais la démarche de dire, OK, pourquoi ça n'a pas marché ici? OK, donc tu te poses des questions. Tu te dis, alors, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est l'endroit où j'étais? Est-ce que c'est le moment où je suis sorti? Est-ce que c'est, alors je parle de business ou de sûr. l'album, etc. Mais c'est, est-ce que mon discours, est-ce que la manière dont j'ai amené mon truc, ça a été Une bien vraie perçu, introspection. machin? C'est vraiment toutes Non, ces mais c'est vrai choses-là que- et tu commences à analyser vraiment Ouais. ce que tu n'analyses pas dans une dynamique de succès. Non, mais c'est vrai, quand tout fonctionne et que tu es sur ton trône, tu as l'impression d'être indétrônable. J'avais pris un pari à l'époque dans le 16e où je prends un Ah oui, je sixième me rappelle, étage, oui, escalier de service, mais complètement délabré. L'appart était top une fois que t'arrivais au 6e et tout, appart d'angle et tout. Et tout le monde dit, mais t'es fou. Je dis, mais vous vous rendez pas compte que là, l'appart, juste si on oublie les 35 escaliers. secondes qu'on passe dans les escaliers, en vrai, s'il y avait un ascenseur, un bel ascenseur, cet appart, il vaut 2 fois le prix. J'habite pour la moitié du prix dans un appart qui en vaut le double. Je dis, je m'en fous de ces 35 secondes que je vais passer dans l'escalier à monter. Ah oui, c'est pas grave. Bon, je suis jeune. Bon, il y aura une valise quand je vais rentrer de vache, c'est chiant et tout. Et je disais, mais vous vous rendez compte que si je vous fais oublier juste que cet escalier il est super glauque et que je le refais, votre mindset, c'est plus du tout le même. Bien C'est-à-dire, sûr. ok, c'est chiant, on a monté, mais c'était clean, c'était propre, c'était machin. Je dis, bah alors, si moi-même, je prends l'initiative de retaper tout l'escalier pour un minimum, je suis sûr que ça va me faire monter la valeur et tout le truc, ouais, c'est violent. Et c'est ce qui s'est passé. Bien sûr. Un an après, juste pour le fun, j'ai refait faire l'escalier. J'ai mis le truc en vente vraiment comme ça, hein, pour voir. Le soir même, 12 appels, Ouais, machin. L'appartement, il était mis en vente le vendredi sur un site. Dimanche, j'avais signé une offre. Incroyable. Et j'en avais 12 des visites dès le lendemain de la mise en ligne de l'annonce. Et j'avais 3 offres au prix. Et c'était en surenchère, tu vois. Et en fait, et si j'avais écouté mon Bah oui, entourage, qui les avait gens peur, te ouais, mais c'est véhiculent des leur gros peur. montants, et puis l'escalier est moche, tout. Oui, mais moi, j'ai des convictions. Donc, Ouais. ne me Tu vas au bout transmettez des pas Mais c'est vos ouf parce peurs, que laissez-moi même encore aujourd'hui, vos quand tu peurs. réussis, tes parents te disent encore, enfin, tu vois, C'est ça. c'est un truc de fou. Même moi, Il tu faut vois, faire genre- attention, il faut Ouais. faire la part des choses entre un peu trop de bienveillance qui C'est est le ça. cas des parents qui ont toujours peur. Les Ils parents, hésitent. ça va, mais c'est les gens. en Mais général. transmettre les peurs des autres parce que eux n'ont pas le courage de se lancer, d'essayer telle ou telle chose. Et puis les gens sont jaloux. Je parle pas des parents, mais la plupart des gens qui te disent ne le fais pas, c'est parce qu'en fait, ils ont pas forcément le courage de le faire, ils ont pas la possibilité de le faire, et en fait, ils ont pas envie que tu réussisses. Et ils Au fond espèrent. d'eux, c'est pas quelque chose de... C'est des gens mauvais. C'est qu'en fait, Ça les confronte. comme dit souvent, voilà, ça confronte. Et c'est un peu le principe de Twitter. C'est tous ces gens qui commentent et qui envoient des scuds et tout. C'est des gens qui, en vrai, ne sont même pas capables de faire un dixième. Mais de ce on que en tu veux. parle- on Et en en fait, parlait hier. de critiquer, en fait, c'est une manière pour eux de minimiser ta réussite pour justifier leur médiocrité. C'est Tapi qui disait ça un jour. J'ai lu dans une interview. Il dit en fait, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils existent de tout temps, ces Bien haters, ces gens C'est un truc des de réseaux fou. sociaux. C'est juste qu'en fait, à l'époque, ils n'avaient pas de plateforme. Aujourd'hui, il y a une plateforme. Et en plus, on leur donne la lumière parce qu'il y a même des articles maintenant qui sont faits sur ce que les tweetos, ils disent. Et donc, on a donné une importance à des gens qui n'en ont pas, en tout cas dans le domaine dans lequel ils s'expriment souvent. Et c'est vrai que en général, la critique, c'est souvent des gens qui essayent de justifier leur médiocrité en essayant de minimiser Bien toi, tes exploits et tout ce que tu as réussi en fait. Et c'était quoi la question initiale déjà que tu voulais C'était sur le rêve. Aujourd'hui, c'était quoi le truc qui te stimule toujours, qui fait que t'as la dalle? Alors, encore une fois, on en a parlé, on en parle souvent, mais c'est même plus une question de chiffres. Tu vois, clairement, c'est plus une question de chiffres, c'est plus une question d'argent, parce que je pense que l'argent est c'est de l'essence que tu mets dans un moteur pour avoir cette liberté qui te permet de faire pas mal de choses. Mais c'est plus une question d'argent, parce que je pense que voilà, quand tu gagnes ta vie, et on en parle à chaque fois, et je reprends les propos de Jérôme, mais quand tu manges 3 fois par jour, que tu as 1 ou 2 maisons, une voiture, bon, que tu peux partir en vacances quand tu veux, que tu peux chercher ce que tu veux,
Après, c'est que du plus. Donc, c'est bien si tu peux, tu vois, si tu le partages, si tu fais profiter tes proches, etc. Moi, aujourd'hui, c'est plus, je ne peux pas dire changer le monde parce qu'on n'est pas Elon Musk, tu vois, on est loin de là. Mais moi, ce qui me tient en haleine, c'est, tu vois, d'où je viens et j'étais pas du tout prédestiné à ça, tu vois. Quand tu viens de banlieue, enfin, même en tant qu'artiste ou quoi, mais tu viens de banlieue et si tu m'avais dit cette histoire, j'ai posté un truc à l'époque sur Instagram, si tu m'avais dit cette histoire il y a 20 ans, je t'aurais jamais cru. Tu vois, genre, il y a 20 ans, je vendais des sous-vêtements sur les marchés. 20 ans plus tard, si tu veux, t'as un mec qui s'appelle Peter Thiel qui met 90 millions dans notre boîte. Il y a 15 ans, il avait mis le premier chèque sur Facebook. Il a cofondé PayPal avec Elon Musk. Enfin, c'est des trucs qui sont irréels. Et tu m'aurais dit ça encore il y a 5 ans, je t'aurais jamais cru. Tu vois, genre. Donc, en fait. D'aller le plus loin possible, juste en fait. Bah, moi, je me fixe pas la limite parce qu'en fait, au final, dans mes activités, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait un truc, j'ai arrivé un peu à un plafond de verre. Et enfin, je pensais que c'était un plafond. Au final, c'est un plafond de verre. Et c'est vrai que j'ai réussi à faire d'autres activités sur lesquelles jamais j'aurais pu penser un jour pouvoir les faire. Tu vois, parce que j'ai pas forcément le background. Tu vois, j'ai pas fait d'études. C'est d'ailleurs, je suis un peu, tu vois, la bête noire parce que, ou tu vois, je sais pas, la brebis, ou je sais pas, tu vois, je sais pas comment tu peux appeler ça, mais t'as plein de mecs qui ont fait une tonne d'études, qui ont fait des MIT et compagnie. Mais souvent, ceux qui réussissent dans les affaires sont des gens qui n'ont pas des cursus de fou. 100%. De plus en plus. Mais c'est des débrouillards. Déjà, avant tout, je pense qu'avant d'apprendre à faire des maths et des théorèmes de Pythagore, et c'est très bien pour les bases et tout. Mais en fait, il faut former en fait des gens qui soient des débrouillards et qui soient prêts à affronter le monde psychologiquement. C'est ça en fait qu'on doit apprendre à l'école. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à faire en sorte que nos jeunes ils soient débrouillards et qui soient prêts psychologiquement à affronter ce que le monde leur réserve. Et c'est pas un 10 plus 10 ou 25 divisé par 3 racine carrée de non, c'est sûr. qui va te sauver devant ça en fait. Mais c'est vrai que les gens peuvent te regarder un peu bizarrement parce que c'est vrai que tu vois, on lance Shares et après 1 an et demi après, je me mets sur un fonds d'investissement avec Jamie Foxx et David Sachs. C'est irréel. Parce que, tu vois, genre, vraiment, enfin, tout ce qui s'est passé des dernières années, genre, jamais j'aurais pu, ne serait-ce que l'imaginer. Donc, mon objectif, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, c'est juste, tu vois, keep going, avancer. Et là, je rebondis sur un truc, qu'on en parle de plus en plus. Moi, je l'ai jamais fait, mais je commence maintenant à essayer de me forcer à le faire. Est-ce que, par exemple, toi, tu as visualisé ta vie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a 20 ans, quand tu as commencé, est-ce que tu as visualisé là où tu étais aujourd'hui? Toujours, la vision. C'est incroyable. À chaque fois, alors voilà, moi je crois au karma. Tu vois, le karma encore, c'est une chose. Toutes les ondes que tu envoies dans l'univers, c'est le principe, elles te reviennent. Donc si tu montres que tu travailles, que tu en veux, ça te revient. Comment dirais-je, c'est manifesté en fait. Okay. Et je le disais quand j'ai fait mon 11e Bercy là, il y a quelques semaines. J'ai raconté cette histoire sur mes réseaux sociaux. À l'époque, j'habitais à côté de la gare de Lyon, donc pas loin de Bercy. Je passais très souvent, j'avais pas de voiture, donc je prenais le taxi souvent. Et très souvent, avec le taxi, quand je partais faire une promo ou un truc pour aller sur le périph', à Porte de Bercy, je passais devant Bercy à chaque fois. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc à l'époque, donc pendant 1 an et demi où j'ai vécu là-bas. Dès que je passais devant Bercy, je le regardais, je ne quittais pas le bâtiment des yeux. Tant qu'il était dans mon champ de vision, je disais, un jour je t'aurai. Un jour, je t'aurai. Mais est-ce que tu t'es visualisé le faire ou pas? Bien sûr. Un jour, je t'aurai, etc. Et donc, j'ai manifesté ça, tu vois. Et ma première tournée, je fais Olympia, Zénith, Bercy. Incroyable. Et 20 ans après, j'en suis à mon 11e Bercy. Non, mais c'est intéressant parce que on entend de plus en plus ça. Et maintenant, c'est vrai que je pose beaucoup la question, même hors caméra, tu vois, plein de gens, tu vois, des souris. Et beaucoup de gens parlent, est-ce que tu visualises? Moi, personnellement, je l'ai pas visualisé ma vie parce que tout ce que j'ai prévu n'est jamais arrivé. Et ce que je n'ai pas prévu est arrivé. Donc, j'ai toujours eu un peu tu vois, du mal à visualiser ma vie. Après, c'est différent. Nous, enfin, dans la musique, tu dois toujours anticiper. Tu dois toujours avoir 1 ou 2 ans d'avance sur ton planning. Ouais. C'est-à-dire que tu es en tournée, il faut déjà préparer. Bon, je reviens comment? Tu vois, à quel moment je mets un break? À quel moment, en fait, faut tout organiser. Là, je peux me caler un tournage et il faut que je revienne là et la prochaine tournée, mais là encore, ça, donc faut préparer la narration. Sauf que là, maintenant, t'es connu, tu marches, tu réussis. Et moi, je te parle au tout début. Quand je parle de visualiser, c'est la plupart des gens, quand on échange, ils ont visualisé. Sur du long terme. Ils ont en fait, il y a. J'ai visualisé, mais pas à 20 ans. Tu vois, t'avoue que je visualisais d'être dans des salles immenses et de remplir les trucs, mais je m'étais pas projeté. Ah, t'auras 2 enfants, une femme, tu seras toujours sur scène en train de. T'avais la direction déjà.
Mais je Tu vois, savais. hier, on a fait justement un talk avec mon pote Jérôme Chabin, donc, qui est le patron d'IAD, donc qui est une des 20 licornes françaises. Il a visualisé sa vie. Lui, c'est un mec qui est orphelin, qui a été abandonné à la naissance. Pas de parents, ils lui ont donné une date de naissance au hasard. Et famille adoptive. Il est arrivé en France à 8 ans, il parlait pas français. Famille adoptive, ses parents galéraient, enfin ses parents adoptifs galéraient. Et en fait, dès ce jour-là, il a visualisé qu'il allait monter une boîte à 1 milliard. Et il l'a fait. Et t'en as d'autres, tu vois, où j'ai pu échanger, tu vois, même des Jamie ou quoi, ils ont toujours visualisé là où ils allaient en venir, tu vois. Et c'est assez, et là, je viens de plus en plus à ça parce que c'est un dénominateur qui est assez commun chez les gens qui ont réussi. Et moi, personnellement, tu vois, j'ai jamais visualisé ma vie, c'est un truc de fou. J'arrive pas à me dire... non, parce qu'en fait, je l'ai fait, hein, mais c'est un truc de fou parce que quand je l'ai projeté, ça ne s'est pas passé. Et il y a d'autres choses qui sont arrivées qui ont été incroyables. Mais maintenant, j'essaie de plus en plus de me dire, ok, en fait, il faut pas forcément un but, tu vois, mais de visualiser. Être visionnaire. Ouais, exactement. Être visionnaire, il y a de la clairvoyance, mais il y a aussi une part de rêve aussi dans Bien sûr. la vision, tu vois. Ouais. Mais c'est important de toujours rêver, quoi qu'il arrive, hein, d'avoir Bien des sûr. objectifs en tête quand tu te réveilles le matin, de te dire bah j'ai accompli ça, mais qu'est-ce qui me maintient en vie, C'est entre qui te guillemets, cérébralement, tu vois. Qu'est-ce qui me maintient en vie, c'est de continuer à mettre un objectif plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et à chaque fois, une fois que tu as atteint un objectif, eh ben, tu remets la barre un peu plus haut. Et c'est ça, en fait, qui est le challenge. Et on se dit souvent, ouais, mais pourquoi ces milliardaires qui ont déjà tant d'argent, ils arrêtent pas? Mais parce qu'en fait, c'est pour maintenir en vie leur âme, leur cerveau. Et, Non, mais c'est plus une question d'argent, C'est de plus une toute question façon. d'argent. C'est une question de challenge, de défi, de surpassement de soi, d'essayer de changer les choses, de faire avancer les choses. Donc, il y a toujours quelque chose qui est censé te motiver. Et donc, on dit souvent pourquoi ces gens blindés, enfin, ils ont déjà de l'argent à ne plus, même plus pouvoir le dépenser tellement il y en a. Mais en fait, c'est aussi parce qu'ils sont comme ça qu'ils sont là. C'est parce qu'en fait, ils ont constamment mis la barre plus haute, plus haute, plus haute, et ils ont toujours eu des objectifs élevés. Et en fait, ça part de là à la base. L'ambition. Non, mais c'est plus une question d'oser. L'ambition, c'est pas de la prétention. Moi, c'est un truc aussi que je dis souvent, c'est que souvent on peut prendre l'ambition pour de la prétention. L'ambition, c'est de l'ambition, c'est du domaine de l'objectif, du rêve. Ça doit à la base être un rêve. L'ambition, c'est un rêve, mais rêve ne veut pas dire irréalisable. Comme je dis dans un de mes titres de mon dernier album, on dit souvent c'est impossible, mais l'impossible arrive souvent. Non, mais je dis pour moi, le meilleur exemple, c'est Elon Musk. J'en parle à chaque fois. Pour moi, je suis un fan, je vais pas dire de la première heure, mais un fan d'Elon Musk. Mais c'est un mec quand même, tu vois, quand il a vendu PayPal et ses différentes boîtes, il a pris quand même. Lui, la foi qu'il a en sa vie. Il a pris plusieurs centaines de millions et il a quasiment bootstrappé toutes ses boîtes parce qu'en fait, il a pris son oseille et il l'a décomposé. Il a mis une partie sur Tesla, il a mis une partie sur SpaceX. Il a mis une partie sur Neuralink. ouais, donc il a quasiment tout dépensé. Et tout le monde, même dans les reportages que tu vois sur lui, tout le monde dit mais si j'étais lui, j'aurais pris mon milliard et je me serais barré. Non, lui, il a mis all-in, ça veut dire il a mis tout ce qu'il avait. Et après il a levé des fonds, mais il a quand même investi tout ce qu'il avait. Et en plus sur des trucs. C'est sur des business qui n'existaient pas. Les voitures électriques, autonomes. Aller dans l'espace, ça faisait 10 ans que la NASA n'avait plus envoyé une seule fusée sur le sol américain et il passait par la Russie. C'était une entreprise particulière, ça valait 1 milliard d'envoyer une fusée sur la Lune et la Russie a diminué le truc à 80-100 millions et je leur dis à chaque fois il veut changer, des gens qui veulent changer. Tu te rends compte que c'est quand même lui qui a inventé c'est que la vie d'Iron Man est basée sur Elon Musk, enfin, c'est tiré de sa vie, c'est lui qui a inventé. Pourquoi aujourd'hui on est passé d'une fusée à 1 milliard à 100 millions? Parce qu'il la repose. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Mais tu te rends compte ça? Mais il y a encore 15 ans, quand tu disais ça, mais la NASA. Mais rigolait. Mais tout le monde se foutait de sa gueule. Et quand on parle d'échec, le mec a quand même les 3 premières fusées, il a failli tout perdre. Parce que les 3 premières fusées, elles ont claqué. Et elles ont claqué. Et à la fin, les mecs étaient tellement déterminés et il était tellement genre, on va le faire. Putain, qu'aujourd'hui il l'a fait. Et aujourd'hui, honnêtement, je pense que, je vais pas m'avancer parce que c'est pas mon métier, mais je pense que c'est la fusée la plus safe jamais construite au monde. Le truc qu'il y a de ouf, c'est qu'il a pu visualiser quelque chose
qui existait pas. Non, mais c'est un avec truc ces de équipes fou. ou quoi, parce que tu peux visualiser être inspiré par d'autres personnes quand t'as une carrière ou quoi et qui te stimulent et t'as une référence. Mais quand tu viens créer quelque chose, justement comme ça, c'est ce processus-là. Et en parlant un peu, justement, création, etc., toi, c'est quoi un petit peu ton processus créatif ou comment t'as fait justement pour, au cours de toutes ces années-là, pouvoir aussi, comme on en parlait tout à l'heure, un petit peu te renouveler et faire en sorte de rester toujours dans cette créativité? C'est déjà toujours d'essayer de repousser déjà tes limites. Alors dans mon domaine, il y a les limites physiques qui vont avec, puisqu'il y a la performance sur scène et que moi, c'est un peu comme ça que je suis arrivé, en chanteur, danseur, performeur. Donc déjà, moi, il y a toujours ce truc de chercher à être encore plus fort physiquement malgré les années qui passent. Et tu vois, je m'étais donné les moyens là pour préparer cette tournée de m'entraîner beaucoup plus avec des coachs de NFL, tu vois, de foot US, des prépas avec vraiment des c'est que t'as fait une vraie prépa, intense, tu vois. Et je pense que je sais même pas si dans l'histoire de la musique, il y a un mec qui s'est mis aussi minable en prépa physique que moi pour monter sur scène. Je sais même pas si quelqu'un s'est pris la tête à faire autant que ce que j'ai fait en se disant, même des fois, je me dis, mais pourquoi je me mets autant? Mais en fait, c'est tellement facile après, sur scène. Bien sûr, c'est-à-dire que les gens, c'est comme un boxeur qui avant le combat prépare autant et après ça devient facile. Mais en fait, c'est que moi, vraiment, moi et ma vue sur scène, tu me vois sur scène et là, il y a une avancée à la défense. On parle d'un truc de 50 mètres, donc je fais des allers-retours où je cavale et tout. Je danse, je saute, je chante et tout. Sans avoir le temps vraiment de prendre mon souffle. Et en fait, tout paraissait facile. Et c'est ce qui est excitant après, c'est quand tu lis dans le regard des gens à la fin, qui te disent, mais comment tu fais? Et ça, c'est la satisfaction. Donc moi, à chaque fois, je me dis, comment je peux repousser les limites physiquement, tu vois, puisqu'il y a cette dimension physique dans ma manière d'aborder mon métier. C'est quand j'ai fait Robin des Bois et qu'il fallait se mettre un harnais de sécurité pour monter dans les arbres à 9 mètres de haut et faire des trucs. Et ben moi, j'ai dit, non, je vais être le premier chanteur un peu Belmondo, où je vais faire mes propres trucs tout seul, sans sécurité. Les assurances, elles devenaient folles, elles appelaient tous les jours. Mais Matt Pokora doit s'harnacher. S'il se blesse, on ne vous remboursera pas. Vous allez annuler toutes les représentations, mais vous... Et moi, la prod, tous les jours, il transpirait et tout. Et je n'étais pas le truc de sécurité. Je montais dans les arbres à 9 mètres de haut. Je faisais des trucs, des saltos, des machins. Et les gens, mais sauf que c'est un moment, c'est aussi, je savais que ça allait faire partie de ce que les gens allaient dire, mais ce qu'il fait, personne l'a jamais fait. Tu vois, aucun chanteur populaire en France est arrivé, n'a fait ça dans un show, a fait des choses comme ça. Et en fait, à chaque fois, c'est ça ma motivation. C'est de me dire, qu'est-ce que je peux faire encore pour que les gens se disent, mais il a jamais fait ça. On n'a jamais vu ça. Jamais personne ne s'est mis en danger comme ça, ou jamais personne n'est arrivé sur scène physiquement près comme il fait. On n'a jamais vu un mec pendant 2 heures courir autant que lui, puis chanter sans faire une seule note de playback. Mais t'avais un vrai shape, sur la. Oui, j'étais en Iron Man, quoi. Quand je dis Iron Man, c'est la course là, machin, mais j'étais vraiment en mode machine de guerre, c'est-à-dire que j'étais même plus près que ce qu'il fallait pour faire ce que je faisais. Mais ce qui était drôle, c'est que je suis arrivé après ma prépa en répète de danse, où c'est quand même des répètes de danse de 10 heures, hein. Donc faut savoir que, tu sais, moi j'ai eu le bracelet qui prend ton pouls, tes calories, tes machins, tes temps de repos, machin. Une journée de répète, c'est 4000 calories brûlées quand même. C'est énorme. Une journée de répète, c'est énorme. Quand tu sais comment t'es cuit sur un tapis après avoir brûlé 1000 calories. Et je voyais les danseurs qui ont 10 ans de moins que moi, 15 ans de moins que moi, transpirer et tout. Et moi, j'étais là en train de rigoler. J'ai rajouté même, c'est-à-dire pendant qu'on dansait, les quelques secondes de repos, moi, je tournais sur moi-même, je sautais. Il devenait fou. Mais en fait, il y a ce kiff après de sentir que, ah ouais, j'ai bossé comme un fou, je suis plus que prêt. Non, mais après, il n'y a pas de secret, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Incroyable. En fait, quand tu dépasses comme ça, peu importe le business dans lequel tu vas faire, en fait, tu peux pas être surpris des résultats. Ouais. Tu vois, les gens, ils te disent comment tu fais, mais mec, je travaille comme personne. Mais oui, en fait, quand tu travailles. C'est une conséquence. Mais en fait, oui, c'est une conséquence du travail que tu as fait et que les gens ne voient pas forcément. Et encore maintenant, avec les réseaux, on arrive mais même avec les réseaux, les gens pensent que c'est du mytho. De l'intensité. Les gens pensent que tu marques pas, j'ai brûlé 4000 calories, les gens, ils voient une image de 20 secondes en train de répéter, ils comprennent pas que t'as commencé à 9h, t'as fini à 19h, et entre-temps, t'as mis 4000 calories dans la tête et t'es resté debout pendant 8 heures, à danser, etc. Tu vois, les gens se rendent pas compte. Les gens pensent vraiment que tu vois, ce qu'ils voient sur les réseaux, c'est la vraie vie. Non, ce qui est sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui embellissent,
Mais les vrais gens qui bossent et qui se mettent vraiment dans le dur, tu le vois pas vraiment sur les réseaux sociaux. Si t'es vraiment dans le dur, sûr. tu peux même pas le mettre en fait à ce moment-là. Mais Tellement t'es focus. t'as même pas le temps de Ouais, tout t'as pas mettre. le temps. Tu peux pas. Pour que vous compreniez ce que c'est, il faudrait que je vous mette une vidéo au moins de 5 heures pour que vous vous rendiez vraiment compte qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de machin et tout. Et en fait, c'est ça. Mais c'est dans tous les domaines, hein. Peu importe tout, ton travail, tout le mindset dans lequel tu te mets, toute ta démarche cérébrale, etc. pour arriver à ton goal, etc. Tout ça, c'est des choses que les gens ne voient pas, mais vraiment, ouais, moi, c'est ça qui me motive toujours, c'est de me dire comment je peux encore surprendre les gens et faire en sorte qu'ils se disent, mais surtout après en tout ce fait, temps. il est là, voilà pourquoi il est là. Parce qu'en fait, il se met minable, il travaille comme un fou et que voilà, aujourd'hui, je sais que sur scène, en tout cas, moi, physiquement, je sais pas s'il y a beaucoup de gens dans le monde, hein, et je pèse mes mots, qui sont, en tout cas, de chanteurs, performeurs, qui sont aussi près que moi. Je parle pas de talent, là. Ouais, tu Je parle pas de talent vocal ou talent de danse. Je te parle d'être prêt. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, et peut-être, ouais, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main, de performeurs de 38 ans qui peuvent physiquement envoyer ce que j'envoie sur scène. Mais ce qui est compliqué dans tout domaine confondu, c'est de mettre autant d'intensité après autant de temps. Tu vois, que tu mettes de l'intensité quand c'est ton premier show, ton premier business, c'est une chose. Mais ce qui est, on va pas se mentir, au bout de 15 ans, 20 ans, t'es beaucoup plus à l'aise, financièrement, etc. Donc, potentiellement, tu donnes moins. Et c'est là où tu vois la différence des gens qui réussissent beaucoup plus que les autres, c'est ils mettent plus d'intensité 20 ans plus tard qu'au début. Comme un Ronaldo, je veux dire, LeBron James dont tu parlais. Je m'entraîne beaucoup plus. Rafael Nadal. Mais tout, je suis beaucoup plus fort. Tu même mets en business. Pokora de 25 ans versus celui d'aujourd'hui à 38 ans. Je le bois, le mode Pokora de 25 ans. Tu vois. Non, et même celui de 28 ans, même celui de 30 ans. Parce que je fais beaucoup plus qu'avant, en fait, à chaque fois. Non, franchement, l'intensité, et cette rigueur, peu importe le business que tu as, c'est si tu mets beaucoup plus d'intensité que tu mettais au début, enfin ouais, tu peux pas te dire pourquoi tu réussis encore, pourquoi tu marches encore. En fait, c'est normal, quoi. C'est logique. C'est clairement. Bah, pour moi, c'est l'expérience. Ouais, t'as l'expérience. L'expérience fait qu'après, tu mets ton énergie vraiment aux bons endroits. Et puis, il y a la maîtrise, en fait, après, de ton élément, de ton domaine. L'expérience, ça s'achète pas. Hein. Ça, c'est un truc pour le coup, voilà. Et quand t'as la combinaison de... Tu sais, quand on dit être dans son prime, c'est ça, moi, aujourd'hui, en ce moment, j'ai cette sensation-là, c'est que physiquement, je reste encore hyper performant comme si j'en avais 30, mais qu'en même temps, j'ai acquis cette... tu sais, c'est que dans le sport, on dit, t'as l'impression que tout est au ralenti dans ton prime. Ouais. Et ben moi, j'ai l'impression que c'est ça sur scène. J'ai l'impression que tout est au ralenti, que j'ai le temps de profiter du public et de ma connexion avec les gens, tout en dansant parce que tout le truc vient naturellement tellement je suis préparé, mais pas, j'ai même pas besoin de le réfléchir, tout en prenant conscience de cette lumière a marché, elle s'est allumée, ce truc, tiens, pourquoi elle a une boucle d'oreille, j'ai dit pas de bijoux sur scène, et t'as le temps de tout voir, de tout percevoir et en même temps de te connecter avec les gens, et c'est ça qui est magique après. Une fois que t'as l'expérience et que tu as mis le travail derrière. Ah, c'est beau. Ouais. Bah, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, tu parlais un peu d'immobilier. T'as commencé à investir à quel âge, toi? Alors, meilleur conseil qu'on m'ait donné, donc j'avais 2 managers qui étaient associés à l'époque, et un d'entre eux qui s'appelle toujours Cool. Cool, lui, il mettait beaucoup, il achetait beaucoup de petits apparts et tout. Et en fait, la première chose qu'il m'a dit, dès mon premier album solo, ma première tournée, il m'a dit, pourquoi tu vas mettre 1200, 1500 euros dans un loyer quand c'est exactement ton truc de remboursement si tu achètes un appart. Dis, quel est l'intérêt? Les 1500, tu les reverras jamais par mois. Donc, pourquoi tu t'embêtes à faire ça? Bon, il y a les frais de notaire, machin, qui peuvent oui, mais tu récupères tes mensualités. Au pire, tu retombes à peu près sur tes pieds. C'est-à-dire que tu retouches l'argent que tu as mis tous les mois. Donc, au final, tu as vécu un peu dans un appart presque gratuitement pendant 2-3 ans. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et je me suis toujours dit, mais évidemment, jamais de la vie, je vais louer. Et c'est ce que je dis à mes amis. Je dis, franchement, si tu as la chance, par exemple, tu sais, des danseurs, si tu as la chance de vivre chez tes parents, là encore, je parle de mes jeunes danseurs qui ont 20, 21, et je dis, tout ce que tu gagnes sur la tournée, mets-le à gauche, et dans 1 an, 2 ans, tu t'achètes un appart,
et tu rembourses. Et je leur explique ça, ce même système. Je dis, ne fais pas l'erreur de louer si on peut te prêter l'argent. Évidemment, il y a des gens qui n'arrivent pas à obtenir les prêts et tout. Mais quand tu peux obtenir un prêt, il faut acheter. Et je sais que ça fait peur. C'est toujours le truc que, comme les entrepreneurs, tu sais très bien. C'est toujours le premier coup qui est le plus dur parce que c'est là où tu te jettes dans le vide. Tu flippes. C'est le saut dans le vide. Et une fois que tu as sauté en parachute, il paraît que tu as envie d'y retourner. C'est ça. C'est pareil. Moi, si tu me parles de saut en parachute, jamais de la vie j'y vais. Je préfère mourir que de monter là-haut. Mais si tu le fais une fois. Mais si tu le fais une fois, tu dis, mais en fait, c'était pas si dur. J'ai envie d'emmener d'autres gens avec moi et de leur. Non, mais je suis d'accord. En fait, et en fait, moi, l'appart, c'était un peu ça. C'est que dès que j'ai acheté le premier, après, derrière, j'ai plus acheté. Et je vais même te dire mieux. J'ai eu un moment dans ma carrière, et j'en ai parlé le jour dans le podcast avec Léna Maff. En 2008-2009, donc sur mon album anglais, évidemment, il y a plus de ventes, etc. Et j'avais pas assimilé assez sur les premières années de ma carrière. Et je commence à voir le rouge arriver financièrement. Ouais, bien sûr. Et là, à ce moment-là, tout de suite, plutôt que d'avoir ton ego et de te mettre dans le rouge, j'ai vraiment dans le rouge, j'ai dit, oh là, je sens le truc, j'ai revendu ma voiture, tout de suite. J'avais une voiture, j'ai vendu ma voiture. Derrière, j'ai vendu mon appart, sur lequel, évidemment, j'ai fait une plus-value, mais comme les mensualités étaient élevées, je dis, si je continue à ce rythme-là, à me saigner sur les mensualités, ça va commencer à être dur si je relève pas très vite la barre. Et du coup, j'ai vendu mon appart, sur lequel, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la fameuse 6e étage, sur lequel j'ai fait une vraie plus-value. Tu vois, je me suis refait. J'étais Paris 16e, je suis allé à Suresnes, un peu moins cher et tout. Tu vois, c'est même pas une question de fierté, d'ego, machin, on s'en fout. C'est de bon se faire bon sens. J'ai pris un truc un petit peu moins cher, tu vois, qui était même un peu plus grand, et j'ai rediminué mes trucs. Et en fait, sauf que même quand j'étais dans le rouge, j'ai bien compris que d'avoir un appart où tu rembourses un crédit, tu retrouveras toujours un peu ton argent et tu peux même faire une plus-value. Ce que tu ne peux pas faire dans la location, et c'est de l'argent perdu. Donc quand tu peux avoir la chance d'obtenir un crédit sur un appart, une maison, il faut foncer vraiment, c'est un no-brainer, quoi. Non, je suis 100% d'accord. Mais ça, après dans la location, la plupart des gens, quand ils louent, effectivement, quand tu loues un appartement, tu auras toujours une plus grande surface que si tu achètes un appartement pour la même mensualité. Mais moi, j'aurais préféré vivre dans 40 mètres carrés qui m'appartiennent plutôt que de louer 90 mètres carrés. Alors après, si tu as une famille, etc. Voilà, et tu reverras, c'est encore différent. Mais je sais pas, en tout cas, quand tu démarres, on parle du premier investissement. Quand tu as une famille, c'est compliqué, effectivement, d'acheter un appartement de 110 mètres carrés si tu n'as pas les moyens de l'acheter. Mais quand tu démarres, je préfère acheter un appartement de 30 mètres carrés qui m'appartiennent plutôt que de louer un 100 mètres carrés pour faire plaisir au peuple, quoi, tu vois, ou au public, tu vois, pour dire en gros, t'as un grand appart. Moi, j'ai jamais été comme ça. Enfin, je pense qu'il faut pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est quoi ton premier investissement, ça? Pareil, moi, c'était un appart, on parle en immobilier. Ouais, immobilier, ouais. Moi, aujourd'hui, je fais pas beaucoup d'immobilier en tant que promotion immobilière, marchand de biens, mais au tout début, oui, je le faisais à titre perso. Tu achètes ta résidence principale, tu fais une plus-value, tu te donnes, tu vois, tu gagnes un petit peu d'argent, tu te donnes l'envie, et après tu continues. Et c'est vrai, ce qui est le plus compliqué, c'est la première opération. Je me rappelle la première fois que j'ai signé un appart, donc il fallait que je demande un crédit, etc., et j'étais en sueur, quoi. Genre, j'ai l'impression que j'allais mourir parce que tu vois, tu te saignes, que tu te fais du mal. Et puis, vraiment, et en fait, j'étais en stress, genre, j'étais pas bien, j'étais anxieux. En fait, c'est des responsabilités aussi. Des fois, il y a des gens, ça leur fait peur de se dire, je t'engage au-dessus de la tête, je suis obligé. Et tu t'engages, voilà. Mais je pense que c'est comme tout dans la vie, quand tu fais ton premier truc. C'est comme la première fois que je me suis fait tatouer, j'avais peur. Et après, tu vois, et même là, tu vois, je me suis refait tatouer il y a pas longtemps. Ça faisait 6 ans que je m'étais pas fait. Ouais, mais attends, ça faisait 6 ans que je m'étais pas fait tatouer. J'avais une putain d'appréhension, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis arrivé, j'étais pas bien. Et mon tatoueur, il me dit genre, Louis, il me dit, mais genre, détente, t'as tout le corps tatoué, t'inquiète. Je me mets là, je sais pas, j'ai peur. Et tu vois, genre, vraiment, j'avais peur. Et en fait, il m'a tatoué, et après, ça a été, tu vois, après, j'ai enchaîné les séances. Mais je pense que comme tout dans la vie, ce qui est compliqué, c'est la première fois où quand t'as fait une grosse pause, même en tant qu'artiste, je pense que acteur, chanteur, peu importe, même entrepreneur, t'as réussi un truc, tu fais une pause pendant 4-5 ans,
tu reviens sur le devant de la scène ou tu remontes, Ouais. t'as peur parce que t'es parti, t'as marché. Moi, bizarrement, non. Hein. Tu Ouais. vois, quand j'ai pas fait de scène depuis pendant presque 3 ans et demi, tu vois, puisque moi je m'étais arrêté au Covid. machin, Ouais, mais les gens j'étais t'attendaient. sur scène 3 ans et tout. Ouais, mais bon, t'as toujours cette appréhension, tu vois, de monter sur scène et de se dire, ouais, moi pour le coup, c'est vrai que ça, c'est un truc. Après, vraiment, moi, je crois que je suis le Fabien Barthez de la musique, c'est-à-dire que moi, je rigole à avoir une séance de tir au but, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai mon premier concert, c'est la Défense Arena, il y a 30 000 personnes, c'est le premier de la tournée. On n'a pas fait un seul show avant. Je suis dans les couloirs. Non, en train mais de c'est rigoler, pour ça, t'as 5 une minutes force de avant, caractère tu qui vois. est. Je croise Patrick Bruel qui est venu ce soir-là. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là dans le couloir? Tu montes sur scène dans 20 minutes. Je dis, bah là, tranquille. Ça, t'as une légèreté. Non, mais c'est ça. En fait, et je me mets pas là. Je vois pas ça. C'est pas un coup près pour moi. On va Mais pas tu me vois, trancher la gorge. avant Ça, c'est du kiff. C'est du kiff. C'est des gens, ils viennent et ils ont Ouais, un mais sourire et ils tu vois, m'accueillent avec bienveillance. avant qu'on enchaîne, j'aimerais juste faire une petite parenthèse parce qu'on en a parlé hier. C'est moi, par exemple, tu vois, j'ai un énorme problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à redescendre. Et toi, je te l'ai toujours dit, c'est un truc de fou. Là, tu m'envoies un message à 3h du mat, tu m'envoies un message. Ouais, Ouais, parce j'arrive pas qu'en à fait, redescendre après mais les- en fait, Matt, c'est un truc de malade et j'ai énormément fait. Et je lui ai déjà dit 150 fois sur ça. Il a une force de caractère. Tu sais, la plupart des artistes, peu importe, quand artiste ou entrepreneur, mais on va parler d'un artiste. Quand tu fais un show devant 50 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1000 personnes, peu importe, ce qui est très compliqué, c'est la redescendre. Quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel, je l'ai vu, hein, j'ai été avec beaucoup d'artistes, quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel, tu as une vraie période de down, tu vois. Ouais. C'est un truc de fou, genre. Et les gens, c'est là où tu as de plus en plus de gens qui sont dépressifs parce que ils sont adulés, ils rentrent. Voilà. Ouais, le C'est contraste, très dur. il est violent. Et j'ai vu 2 personnes comme ça qui n'ont pas eu jamais eu de problème. C'est Jamie, parce que vraiment, je l'ai vu, tu vois, et, il rentre à la maison, genre, comme s'il avait rien fait. Et t'as acheté du pain. C'est un truc de fou. Et Matt, c'est pareil, c'est un truc de malade. Et à chaque fois, je lui dis, mais comment tu fais? Et j'aimerais bien que tu vois, c'est quoi? Est-ce que tu as des tips? Parce que moi, Non, j'ai moi, même pas un type, c'est même pas un truc que je réfléchis. En fait, moi, j'ai du recul sur moi. Mais C'est-à-dire comment que je t'arrives fais à vraiment la redescendre quand tu différence fais un entre- Bercy ou entre une- Mathieu et Matt Pokora. ouais, d'accord, mais quand tu fais quand tu fais l'URNA devant, je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes, tu rentres chez toi. Comment t'arrives à aller dormir et redescendre? Et je me dis, je sais pas, je me dis que c'était cool, on a réussi notre pari, mais Ouais, je suis mais- pas en mode. En fait, Et t'arrives à dormir direct. j'ai pas ce manque de. En fait, ces moments, moi, les moments down, je vais les avoir plusieurs mois après que la tournée soit terminée, de me dire, vas-y, j'ai besoin de retrouver mon public. Ouais, mais cette sur place, énergie, t'arrives à cette- dormir quand tu fais un URNA? Facile. C'est impossible. Après, la différence, c'est que l'U-Arena, là, c'est comme c'était le premier show de la concert, le premier concert de la tournée. Tu veux aller voir les réactions des gens, comment ils ont aimé le spectacle, parce que toi, là, tu veux tes Ouais. premiers feedbacks. Donc, tu dors pas tout de suite parce que tu regardes sur les réseaux les vidéos des gens et tout, et tu t'amuses à reposter. Et là, tu as le recul sur ton truc, t'es fier. Donc, que ce soit U-Arena ou Strasbourg Zénith, etc., si c'est la première, après la première, je suis vraiment focus à regarder les réactions Oui, mais des est-ce gens. que t'arrives à. Mais moi, en termes d'adrénaline, si c'est pas la première et qu'il n'y a pas ce truc Ok. de voir des vidéos, des messages, moi, je rentre chez moi et au bout d'1 heure et demie, 2 heures, ça y est. Ok, et si t'as cette adrénaline, par exemple, est-ce que t'as un truc pour. Et là, c'est vraiment une question Ouais, perso, hein. C'est-à-dire que même hors caméra, je te l'aurais posé, tu vois. D'ailleurs, je t'en ai déjà parlé, mais est-ce que t'as un tips, genre, quand t'es vraiment high, tu vois, genre, niveau Dans adrénaline. adrénaline, Ouais, excitation. comment t'arrives est-ce que t'as un tips pour redescendre ou pas du tout? Bah, honnêtement, moi, quand Quand on ça parle beaucoup de m'arrive- cohérence cardiaque, de trucs, de machin, mais est-ce que toi tu fais. Non, moi, déjà, je reste seul. Ok. Je me mets très vite seul, en fait. Je rentre dans ma chambre d'hôtel. Et en vrai, tu sais, je regarde la télé tranquille, en fait. Ça, Je tu sais regarde que la télé tu sais que ça m'a ou- toujours impressionné avec Matt, c'est ça. Et c'est plusieurs fois, je te le dis. Hein. C'est un truc de fou. J'aime pas si je respecte. Enfin, c'est pas une question de respect, c'est une question de je Ouais, suis tu impressionné. peux faire un concert avec moi à la Défense. On va, si j'ai pas les 150 Ouais. invités à voir derrière, on va aller manger. Je vais pas te parler une seule fois du concert, quasiment. Tu vois. T'arrives à Juste te switcher. dire, ah ouais, Toi, t'arrives à ce soir, switcher direct. Mais en fait, c'est ma passion, mais je fais la part des choses. En fait, je pars du principe où quand je monte sur scène, je suis Matt Pokora. Quand j'en descends, je suis pas Matt Pokora. Alors, je suis Matt Pokora, évidemment, à partir du moment où je sors de chez moi, parce que c'est un métier où que tu ailles, on te regarde comme tel. Mais moi, je fais la différence entre ce que les gens voient et ce que je suis moi à l'intérieur. Mais c'est un truc de ouf parce qu'en fait, il y a vraiment une totale. C'est ouf, mais comment t'expliquer?
Non, mais c'est compliqué parce que je te connais vraiment, mais c'est un truc de fou parce que tu pourrais être boulanger, ce serait pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il va au travail comme si, tu vois, genre n'importe quelle personne allait travailler. Alors que c'est un métier, tu vois, qui demande beaucoup d'adrénaline, où tu vois beaucoup de gens, etc. Et c'est un truc de ouf. Et à chaque fois, c'est toujours ce qui m'a impressionné chez Matt, c'est vraiment ce truc-là. C'est vraiment genre, Je sens pression. C'est un truc de fou. J'ai zéro. Et c'est un truc de malade. Depuis tes débuts? J'ai dû l'avoir vraiment pendant 3 mois, quoi. Ouais. Sur les premières scènes où je voyais un Mais peu c'est de rare, monde, et hein, après, que j'ai vite les pris la artistes, c'est mesure, pas ça. ouais. C'était ta force. J'ai vite pris la mesure et après j'ai vite compris qu'en fait j'étais né pour ça en fait. C'est mon dada d'être sur scène, de divertir les gens, C'est tout carrément. d'envoyer des bonnes ondes, de prendre leurs ondes. En fait j'ai très vite compris comment prendre leurs ondes, comment leur envoyer. Et en fait à chaque fois que je rentre sur une scène, je me dis ça va être que du kiff. Moi je suis vraiment dans le truc de même un festival où c'est pas forcément mon public, tu vas te dire le premier festival, t'appréhendes un peu, putain, peut-être que le public, ils vont me regarder du coin de l'œil parce que c'est pas le même public que le mien. Et en fait, tu te dis, mais non, en fait, si les gens sont là, ils sont restés, c'est qu'ils ont envie de te voir ou qu'ils sont curieux. Même s'ils sont pas fans, ils sont pas là parce qu'ils te détestent. Ils sont là parce qu'ils sont curieux ou parce qu'ils t'aiment sur un festival, tu vois. Et s'ils t'aiment pas, ils vont à la buvette, ils vont derrière, ils s'en foutent, ils te calculent pas, tu vois. Et surtout si t'es pas un mec qui prend position pour des trucs et qu'on n'a pas envie de te jeter des bouteilles ou des tomates, tu vois, c'est dire. Il y a pas de, moi je sais que à part vouloir véhiculer des bonnes ondes à ceux qui veulent les prendre, j'ai rien à, tu vois, j'ai pas de trucs touchy pour les gens ou de prise de se dire ah ouais lui on l'aime pas. Non mais c'est vrai que aimer ma musique, je vois pas pourquoi tu m'aimerais pas moi, je fais de mal à personne, je me prends pas pour un autre, je kiffe juste la vie, j'essaie de divertir les gens, tu vois. Donc moi je suis vraiment dans un mood comme ça, je me prends pas la tête et je pars du principe que c'est que des bonnes ondes en fait, donc j'ai vraiment zéro pression. Yeah, ça c'est Moi c'est un truc qui m'intéresse vraiment. C'est peut-être aussi du coup pour ça que je redescends vite, c'est comme j'ai pas de pression. Ouais, tu redescends. Ah mais même tu vois genre enfin moi personnellement on va pas s'attarder sur ça mais je me suis toujours demandé, enfin je te l'ai déjà dit, mais comment tu fais? Parce que moi je sais que tu vois sur plein comme de les gens ils veulent se mettre dans leur bulle, tu sais, avant le concert tu peux pas leur parler et tout. Moi ça me fait rire, après je comprends, je respecte tout oui, chacun son truc quoi. Mais moi je sais que pour moi c'est pas, moi je peux voir n'importe qui jusqu'à 15 minutes avant, c'est juste 15 minutes avant je dis à mon gars de sécu, plus personne rentre là, faut que je fasse mon échauffement vocal, donc tu vois, faut que pendant 10 minutes truc et que j'ai mes 2-3 exercices à faire, mais jusqu'à 15 minutes avant le show tu peux venir me parler, les gens derrière ils rigolent, ils me disent mais comment tu as vu mon message? Je dis mais parce que jusqu'à 15 minutes avant d'entrer après pas, je regarde mes textes, s'il y a des invités ils galèrent au guichet invite, je veux les aider. Mais ils me disent mais tu veux pas envoyer d'autres gens faire ça? Je dis mais je m'en fous, je t'ai invité, je t'ai envoyé un message, si t'as une galère tu m'envoies un message jusqu'à 15 minutes avant, je suis joignable et je peux dire à quelqu'un tiens tu peux aller checker un tel au guichet invite. Mais ça c'est possible aussi parce que il y a eu toute la préparation dont tu parlais et donc t'es à l'aise comme ça. C'est ça. Ah mais je pense que mentalement t'es différent de plein de gens. Oui, non, mais de toute façon, c'est sûr. C'est pour ça que c'est un métier où t'en as beaucoup qui, comment dirais-je, finissent dans les drogues, dans la dépression. Il y en a qui se foutent en l'air. Parce que, évidemment, que c'est un métier psychologiquement qui est hyper dur. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui est fait pour la pression, qui est fait pour les gros défis, qui est fait pour ça. Mais tu te nourris de ça. Mais je me nourris de ça et quand je vais au travail, je suis une machine de guerre, tu vois. Moi, je sais que tu peux aller à la guerre avec moi si on travaille sur un truc. Mais je pense que psychologiquement, j'arrive à comprendre aussi pourquoi il y en a pour qui c'est plus dur. Peut-être déjà c'est des gens plus fragiles psychologiquement de base. Tu choisis pas ceux avec quoi tu nais et ton cursus, c'est ce que les gens t'ont mis dans ta vie pour perdre confiance en toi aussi vite, etc. Donc ça, c'est aussi des répercussions sur ta vie, sur ton éducation, sur les gens qui sont autour de toi. Mais ouais, moi je trouve que ouais, c'est évidemment le facteur le plus important de ce métier, c'est psychologiquement. C'est de se dire de gérer ça, c'est monter, c'est descente, de toujours être commenté. C'est encore plus dur, ce métier, attention, il est encore plus dur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20-30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est commenté, critiqué, jugé, photographié, filmé non-stop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pression est pareille dans le sport. Quand on compare LeBron James, Michael Jordan, il avait zéro pression. Michael Jordan, LeBron James, tous les jours, il fait le moindre petite erreur sur un parquet. Elle est sur tous les Instagram de sport, de basket. Et les mecs, ils vont s'amuser à faire des blagues. Et ils vont te commenter en dessous, Michael would never do this.
Et en fait, t'as un mec qui est fan de LeBron et qui va rechercher des archives et qui va te montrer si Michael, il avait aussi raté un dunk où la balle lui a échappé des mains, mais c'est juste qu'à l'époque, personne ne le relevait, ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, tout était, tu vois, c'était comme c'est comme les artistes. Tout le monde était plus star dans les années 90 parce qu'en fait, ils étaient rares. Aujourd'hui, tu nous vois tous les jours partout. Même si moi, je poste pas, si je vais à un endroit, il y a quelqu'un qui donc tu vas voir à quoi je ressemble, quelle est ma coupe de cheveux, si je suis in shape ou pas in shape, etc. Alors qu'à l'époque, tu pouvais faire ça, disparaître des médias, et tu revenais 6 mois après, tu avais une autre coupe, un autre truc, et waouh, surprise totale et tout. Aujourd'hui, tu peux plus faire des trucs comme ça, ou quasiment plus. Et donc, c'est vrai que la pression aujourd'hui, elle est monumentale, parce qu'en fait, t'es commenté, observé, critiqué, enfin, tous les jours. Et c'est là où c'est devenu un métier très, très dur. C'est d'accepter et faire ça, et surtout d'avoir ce détachement. Moi, souvent, on dit Twitter, c'est vraiment violent pour un artiste s'il commence à aller lire les trucs. Bien sûr. Parce que t'as vraiment la déchetterie de l'humanité, hein, en termes de, je parle pas les humains, mais t'as la déchetterie des mauvaises langues, etc., de l'humanité sur Twitter. Mais on en parlait d'ailleurs. Et en fait, si tu commences, moi, j'ai ce recul. Moi, je peux tout lire, ça me fait marrer. Mais en fait, t'en as vraiment, ils vont, ils dépriment. Je suis déconnecté, j'ai du recul. Je sais, parce que je sais pertinemment que tous les gens qui parlent, ils t'apportent rien en plus, de toute façon. Et puis ils jugent un truc qu'ils ne sont pas capables de faire. À fond. Ouais. Mais en plus, pour moi, on en parlait aussi hier, ce qui est pas normal dans les réseaux sociaux, c'est comme n'importe quelle boîte, tu as même Shares ou n'importe quel type de boîte qui est régulée. Pour moi, tu crées un compte, tu mets ta pièce d'identité. Ouais. Tu vois, genre pour moi, ça devrait être obligatoire. Ouais. Tu vois, ça devrait être totalement obligatoire. Genre clairement, tu montre-nous qui tu es. Ouais. Montre-nous qui tu es. Moi, j'ai pas de masse. Tu sais qui je suis. C'est ça. Mon nom, tu connais. Et les gens, tu vois, ils ont 0 follower. C'est des comptes en privé et c'est pas régulé. Et franchement, c'est pas normal parce que ça rend des gens dépressifs. Il y en a, hein, vraiment. Il y a des artistes, il y en a, ils disent comment tu fais? Je dis, mais parce que je m'en fous, moi, ça me fait marrer. Moi, je joue avec ça. Et même l'harcèlement, l'harcèlement médiatique. Mais moi, je fais Twitter, je poste quasiment pas de musique. Je fais exprès, j'y vais là où c'est chaud sur le foot. Et comme je sais qu'il y a des supporters, ils savent que je suis supporter de Marseille ou un peu de Strasbourg, mais ceux qui détestent Marseille, supporters de PSG, je sais qu'ils vont me faire. Et j'adore ça. Tu vois, j'adore ça parce que c'est un jeu pour moi. C'est un jeu, vraiment, je trouve ça. Ça me fait mourir de rire, en fait. Et moi, quand je suis derrière mon clavier, je rigole. Non, moi, des fois, et franchement, j'essaie de pas regarder, mais il y a vraiment des fois. Parce que moi, tu vois, je suis un personnage qui est très clivant. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui savent pas ce que je fais, il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. Et qui comprennent pas aussi, tu vois. Et franchement, parfois, je vois des matchs, tu vois, entre des gens qui m'aiment. Taylor. Ouais, d'ailleurs, tu sais que c'est un truc de ouf, parce que pour te dire, quand t'as vraiment des amis, type maths, etc., tu sais que genre une de mes holdings s'appelle Who's Taylor Chiche. Je sais, mais parce que je te le disais à l'époque. Ouais, c'est un truc de ouf. Il y a des années, ouais. Tu devrais mettre un point d'interrogation sur ton van. Ouais, vraiment. C'est comme Who's Taylor. Et du coup, j'ai une de mes holdings maintenant qui s'appelle comme ça. Et c'est parce que maintenant cette holding, elle est actionnaire de. Ouais, bah je le vois à chaque fois dans les tonnes de boîtes, tu vois, genre c'est un truc de ouf. Et ouais, c'est ouf. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi sur les réseaux parce que quand t'es assez clivant comme personnage, t'as les gens qui t'aiment, qui te détestent. Et putain, moi, des fois, je vois des trucs sur moi, genre, je t'en parlais, tu vois, genre, pourtant, je prends du recul, tu vois. Mais putain, ça t'empêchera pas d'avancer. Non, pas du tout, mais tu vois, il y a. Ça empêchera pas les gens qui t'aiment de t'aimer. Non, c'est sûr, mais t'en as rien à foutre en plus de ces gens. Ouais, bien sûr. Moi, je suis comme ça, hein, vraiment, Ouais, c'est clair. Vas-y, mon associé, tu peux y aller. Bah bonjour, merci. Merci, c'est le petit passage Shares où on va parler d'investissement. Donc moi d'abord, je suis très content d'être avec vous. Je suis ta carrière depuis tes débuts, comme j'entends. Et donc bravo pour cette longévité et pour d'être resté toujours au top. Donc félicitations. Merci. Et je suis content aussi d'être là parce que Taylor, je crois qu'il est ami depuis assez longtemps. Il parle beaucoup de toi. Donc voilà, c'est une bonne occasion. Donc moi, je suis le fondateur et président de Shares, qui est une plateforme d'investissement. Et notre mission chez Shares, c'est vraiment d'éduquer et de rendre possible la construction de son futur financier grâce à une plateforme sur laquelle on propose des actions en bourse, des ETF, des crypto-monnaies. Et on a un public très varié, mais vraiment notre mission, c'est d'aider les gens à s'éduquer. Alors, je vais commencer par une question toute simple. Toi, comment tu t'éduques ?
sur des thèmes financiers ou justement quels sont les points, les pain points que tu relèves et qui rendent difficile l'accès au monde de la finance? En fait, moi déjà, comment je m'éduque, c'est les gens que je rencontre, tu vois, les conversations que j'ai. Ça a commencé, moi, avec, comme je disais tout à l'heure, mon premier investissement, c'était mon premier appartement parce que à l'époque, je comprenais rien à tout ça, jusqu'à ce qu'on m'explique qu'il vaut mieux rembourser un crédit que payer un loyer. Au moins, on retombe sur ses pattes quand on sort. Ensuite, c'était dans la restauration. Puis voilà, après, maintenant, j'ai la chance de par mon investissement dans le club de basketball de ma ville à Strasbourg, de rencontrer encore d'autres gens, d'avoir encore d'autres paramètres de business, etc. Et donc voilà comment je m'éduque. Après, moi, j'ai jamais fait vraiment de placement un peu hors immobilier, etc. J'ai vraiment toujours tout mis là-dedans. Ou alors dans des affaires de resto, etc. Donc des choses assez traditionnelles, tu vois, où le schéma est assez simple, en fait, tu vois, en tout cas assez accessible pour quelqu'un qui n'a pas la tête comme vous, tu vois, chez chose avec toutes les possibilités d'investissement, la tech, la crypto-monnaie, enfin toutes ces choses-là qui sont des choses qui, je pense, moi, je suis un peu comme beaucoup de gens à me dire, je sais pas trop ce truc-là, si ça va durer, tu vois. Comme on a tous vu en plus récemment l'effondrement des NFT, des trucs, t'as des gens ils se disent oh là, alors tout ce qui se passe là dans la métaverse, tu vois, c'est un peu et donc crypto-monnaie évidemment ça a toujours fait peur, mais en même temps j'ai eu ce souvenir à l'époque d'un ami qu'on avait en commun, Mehdi, qui me disait je suis allé acheter du bitcoin et il me parlait de ça. Je dis qu'est-ce qu'il me raconte, et il me parlait d'un bitcoin à l'époque qui était à je crois 6000 ou un truc comme ça. Ça a commencé à 3000. Et quand j'ai vu quelques années après que c'était monté, alors je sais pas où ça en est, c'était monté à un moment à 40 000 le bitcoin. C'est en ce moment autour de 40 000. Et donc je sais pas, j'ai vu des chiffres et tout, je dis mais alors si à l'époque j'avais acheté juste une dizaine de bitcoins comme il m'avait dit de faire, mais aujourd'hui j'aurais fait un écart de fou. Et donc en fait, tu vois, c'est des choses, mais après tu dis non, mais en fait il avait raison, et après tu dis mais au final le truc il tient quand même. Donc mais ça c'est démocratisé, mais la bourse a toujours existé, les gens ont toujours investi en bourse. Oh, la bourse après pour moi, la bourse pour moi ça a toujours été un truc de c'est quand vraiment t'as beaucoup tu mets un gros paquet, tu sais, moi je vois la bourse avec les clubs de foot, les trucs qui rentrent en... Et tu vois, et donc je me suis dit, tu sais, tu te mets toujours des limites de bon. Alors Matt, je vais te surprendre, mais à ton avis, à partir de combien on peut investir sur la plateforme Shares? J'imagine que ça doit être super accessible si tu me le dis comme ça. Tu peux investir à partir de 10 1 euro. Écoute, tu peux investir dès 1 euro, et ça c'est une introduction que l'on fait chez Shares. On donne accès à ce qu'on appelle des actions fractionnées. Donc pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi une action fractionnée? Vous prenez par exemple une action LVMH qui vaut presque 800 euros. On va vous donner accès à LVMH dès 1 euro d'investissement. L'action en sa totalité, elle est bien achetée par le broker, mais elle va être divisée en titres de créance, et du coup on peut avoir une petite créance sur une action qui est bien réellement existante, et donc on peut comme ça investir donc une action chez LVMH c'est 800? C'est 800 euros une action LVMH. Et donc en gros le broker il additionne plein de membres de shares pour faire les 800. Exactement. Donc si par exemple quelqu'un qui met 200, l'autre et plein d'autres qui mettent 1, ou s'il y a une personne qui met par exemple 1000 euros sur LVMH, il va avoir une action pleine et un quart d'une action d'un titre de créance attaché à une action. D'accord. Et les autres vont être partagés. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place pour démocratiser vraiment l'accès, parce que tu as tout à fait raison, il y a cette perception que la finance est exclusive des élites. Et la deuxième chose qui est intéressante dans ce que tu dis, c'est moi, j'investis en regardant autour de moi, dans mon entourage, les différentes personnes que je connais qui ont des expertises. Et c'est vraiment le cœur de notre action de chez Shares. On pense que l'investissement, il doit être social, au sens réseau social. Toutes nos décisions dans le monde dans lequel on vit, le restaurant où tu vas manger, les vacances que tu vas prendre, elles sont en fonction d'avis, de reviews. Et bien, la finance ne fait pas une exception, et c'est ce qu'on fait chez Shares. Ah, c'est cool. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, justement des cryptos? Donc, tu trouves que c'est dangereux? Tu dirais en fait c'est toujours un peu bon. T'as le Bitcoin qui est la plus connue aujourd'hui. Bitcoin, Ethereum, t'as celui-là aussi, mais ça les paris quoi. Tu te dis attends, celle-là aujourd'hui elle est à je sais pas moi, elle est à 200 balles, tu vois, un peu moins machin, et c'est un pari. Bon après évidemment quand t'en prends juste quelques-uns, si t'as des beaux moyens, bon, ça te coûte rien d'essayer, etc. Mais pour des gens lambda, tu dis,
peut-être que je vais mettre, je sais pas moi, 300-400, mais que je vais pas les revoir. Et au final, tiens, donc tu te dis tout, tu te mets toujours à la place en fonction, c'est en fonction évidemment de quels sont tes revenus, quels sont tes moyens, qu'est-ce que tu as en ta possession et ton objectif. C'est sûr que moi, des fois, je me dis, ouais, j'aimerais y aller. Et en même temps, je me dis, ouais, mais franchement, comment c'est relou si je fais pas l'écart ou si tu vois, après, je sais que tu peux sortir un peu quand tu veux. Ah oui, tu sors quand tu veux. Tu sors quand tu veux. Mais bon, en fait, le truc, des fois, tu vois les graphiques, tu te dis, mais ouais, c'est cool si je prends là et que le truc, il fait ça. Mais si, en fait, je sais pas, en fait, si je prends au bon moment. Parce que là, tu te dis, ouais, le Bitcoin, je vais le prendre et il est à 40 000. Après, par exemple, sur Shares, si je prends à 40 000 qui passe à 80, c'est magnifique. Si je prends à 40 000 qui descend à 35. Je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un risque. Et pour les gens qui nous écoutent, qui te suivent, leur dire attention, vous n'êtes pas expert, l'investissement comporte des risques. Et donc, il y a une des solutions classiques en finance qu'on appelle la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers. Et donc, m'amène à une de mes dernières questions. Roulette, en fait, Est-ce que tu sais ce que c'est, Matt, qu'un fonds indiciel, un ETF? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Figure-toi que l'ETF, c'est vraiment un produit qui est en train de monter beaucoup en ce moment et qui est une bonne solution pour ceux qui découvrent l'investissement. L'ETF, en fait, c'est un panier d'actions. En fait, ça va vous donner accès à 40, 50 valeurs dans un seul investissement. D'accord. Et c'est rattaché, par exemple, à un indice. On peut donner un exemple, le CAC 40, qui va être les 40 meilleures valeurs françaises, S&P 500, les 500 meilleures boîtes tech aux États-Unis. Et en fait, en investissement dans un ETF, on va voir un petit peu et on diversifie. Donc, c'est une méthode. Donc, c'est un peu l'inverse de mettre tous ses œufs dans le même panier. D'accord. Eh ben, on se voit après. Eh ben, c'est parti. Du coup, je vais te créer un compte sur Shares, c'est obligatoire. Bon, alors la mission pour clôturer cette petite séquence, c'est on va essayer de te faire rejoindre la plateforme Shares et on sera ravis d'avoir tes feedbacks. Je vais essayer. Non, mais ce qui est intéressant sur Shares, après voilà, je vais pas faire de la pub, je le pense sincèrement, c'est qu'en fait, le réseau social qui est plugué, enfin, c'est une plateforme de trading avec un réseau social, c'est que tu peux voir ce que les gens tradent. Tu peux suivre, admettons, si tu me suis, tu peux voir exactement. Ah, c'est ça aussi. Bien sûr. C'est-à-dire, tu peux voir ce que les gens fait comme move et tout. Exactement. Et tu peux échanger avec moi. Tu peux m'envoyer un message. En fait, tout est dans la même plateforme. Donc, même si tu t'y connais pas, même si tu vas pas trader dès le premier jour, tu peux déjà regarder ce que moi je vais trader, ce que des top traders qu'on a sur la plateforme vont trader, ce que Benjamin va trader ou même des amis à toi qui sont sur la plateforme parce qu'on a plus de 120 000 personnes aujourd'hui. Vous-même dans votre plateforme. Bien sûr, tous les jours. Moi, je suis devenu assez actif. Je fais une trentaine, quarantaine de mouvements par mois. Ah ouais. Mais j'estime pas être non plus un professionnel de l'investissement. Hein. Je découvre aussi. Mais on s'est porté fort avec Shares d'avoir justement des investisseurs un peu plus aguerris qu'on met en avant et qui sont par défaut visibles par tout le monde. D'accord. Donc, tu vas pouvoir voir mon portefeuille exactement si on est en contact. Si toi et moi, on est en contact. Mais par défaut, en fait, on a des gens dont c'est un peu plus le quotidien qui vont être visibles. Ouais. Même si tu les follow pas. Gens, ils les voient en exemple un peu. Ouais, c'est des premium investors. Donc, tu vas voir exactement ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont vendu, leur historique, combien ils ont fait de pourcentage de réussite sur les 2, 3, 4, 5, 6, 7 dernières semaines. Et c'est vraiment une des grosses plus-values sur Shares. Parce que c'est vrai que c'est compliqué sur plein d'autres plateformes. Mais moi, à l'époque, quand je commençais à trader, sans citer les plateformes, on comprenait rien, quoi, tu vois. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est assez ludique, ouais. Beaucoup plus ludique. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est bien de rendre accessible à tout le monde et tout. Moi, c'est un peu, je suis un peu comme tout le monde, tu sais, toujours tu parles de bourse, de ouais, bien sûr. C'est peut-être pas un monde, tu vois, pour moi, etc. Mais en fait, c'est bien de le rendre justement ludique, accessible et de l'expliquer simplement, en fait. Surtout depuis quelques années maintenant. Je pense plein heure du temps. Je pense qu'en fait, c'est pas très compliqué si tu fais juste l'effort de chercher à savoir ce que c'est. Ah, mais je pense que c'est un truc bourse, ça effraie tout le monde parce que tu as l'impression que c'est juste pour l'élite, pour les grandes entreprises, pour les. C'est un capital à risque. C'est un capital à risque, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, personnellement, pour moi, tu vois, je préfère parfois investir, même si c'est à risque, sur différentes stocks, crypto, etc., plutôt que de laisser mon argent dans une banque. Mais encore une fois, je parle pour moi-même, malgré que ça comporte un risque. Oui, mais aussi des placements risqués en banque. Hein. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Yes. Merci. On va finir avec un petit jeu. Ouais. Important, pas important. Okay. On va dire à chaque fois une phrase, un mot, tu dois nous dire. Et tu peux argumenter avec un petit mot, une petite phrase. Ok, d'accord. Pareil pour Taylor. Let's do this. La mode, important ou pas important? Important. Avec mon métier, c'est important. T'as hésité quand même, hein? T'as hésité, hein? Non, je dis important parce qu'en fait, il y a deux modes. Il y a les gens de la mode et la mode est... Ouais.
On parle Les gens de la mode sont pas très importants. Non, on parle des la vêtements, mode, là. c'est important. Le vêtement est important. Les gens gravitent autour, pas tous, non. Et toi, t'es là? Ouais, important. Quoi qu'il arrive, il n'y a même pas besoin de justifier. Genre, pour moi, je le dis à chaque fois, en fait, selon moi, en fait, c'est, même tu vois, quand je suis au bureau ou quoi, on me dit pourquoi tu mets des costumes, pourquoi tu mets des trucs. En fait, moi, si je vais travailler, par exemple, je suis pas en mode genre, tu vois, habillé pour l'occasion, je suis pas aussi performant. Et en fait, c'est comme un peu un super-héros dans le sens où, je sais pas, Superman, il va pas aller sauver le monde en caleçon ou en jogging, tu vois. Donc, je pense que c'est grave important. Et il y a des études qui ont été faites. Quand je danse, c'est pareil. Tu te sens bien. En répétition, je danse. Si j'ai un vêtement où je me sens stylé, je danse différemment. Bah oui, et tu te sens beaucoup mieux. Il y a plein d'études qui ont été faites psychologiquement. Genre, si tu te sens bien, tu passes une super soirée. Si tu te sens pas bien, tu vois, t'es pas bien coiffé, mal habillé, ah oui, moi, c'est sûr, ça, je l'ai, évidemment. Et c'est pour ça que j'en parlais d'ailleurs hier. Oui, c'est important. Toujours une tenue d'urgence. C'est-à-dire que si demain, tu vois, je sais pas comment m'habiller, que je pète un câble, tu vois, genre, tu sais pas comment t'habiller un jour, t'as une tenue d'urgence, tout en noir, un pantalon noir. Ah oui, le noir, c'est. Bah, j'ai fait ça ce matin, moi. C'est la tenue d'urgence. Ce matin, j'étais là, je dis, je sais pas ce que je vais mettre. Mais toi, tu vois, vas-y. Elle est déjà sur Sainte, ma tenue d'urgence. Ah, ma tenue d'urgence, elle est déjà sur Sainte. Elle est pas sur Sainte, mais elle est facile à trouver. Bon, bref, c'était un. Les tatouages, important ou pas important? Important, oui, parce que moi, ça représente des moments de ma vie, des personnes, des valeurs, des choses comme ça, quoi. Mais à la rigueur, j'ai envie de te dire, limite, si je pouvais revenir en arrière, peut-être j'en aurais pas. Tu vois? Ouais, je sais pas. Je peux être avec, sans, ça me dérange pas. Mais c'est important, mais c'est important de réfléchir avant. C'est surtout ça. Moi, il y en a plein que j'ai regretté, ouais. Ok. C'est lequel ton préféré? Bon, en vrai, c'est celui qui m'a porté chance. Le premier, Pokora, mon nom de scène, en fait. À la base, c'était pas du tout mon nom de scène. C'est mon premier tatouage. Ouais. Ça veut dire humilité en polonais. Puisque quand j'ai commencé dans ce métier, et la gouvernante dans Popstar qui s'occupait de nous, elle m'a toujours dit, reste humble, humilité, c'est la valeur la plus importante. Les gens que tu croises en montant, tu les recroiseras en redescendant, etc. Et donc, chez le premier tatouage, j'ai appelé ma grand-mère. Je dis, comment on dit humilité en polonais? Elle m'a dit Pokora. Et je suis allé le faire tatouer. Et après, quand j'ai choisi mon nom de scène, j'ai regardé, je dis, bah vas-y, c'est ça mon nom de scène, en fait. Donc j'ai envie de dire que c'est celui-là le plus important, parce que c'est le premier, et puis c'est un porte-bonheur. Ça, t'es là? Non, pas important. J'en ai plein, mais je trouve pas que ce soit important. C'est lequel le plus important pour toi? Je dirais le LA que j'ai sur le visage. Mais si je devais en garder qu'un seul, je garderais celui-là. Voilà. Mais pas spécialement important. Et encore, comme il l'a dit, je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui se tatouent pour se tatouer. Et au final, à la fin, tu tatoues juste pour te remplir. Ouais. Et c'est pas ouf, quoi. Donc, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'était à cause d'Allen Iverson. Comme il avait plein de tatouages et tout, j'ai grandi, j'ai voulu plein de tatouages comme lui. Dès que j'ai pu en faire, j'en ai fait plein. Et j'ai eu deux mecs qui m'ont donné envie de faire un tatouage. Le premier, quand j'avais 11-12 ans, c'était AJ dans les Backstreet Boys. Ouais. Il y en avait un qui était tatoué. Et après, à l'adolescence, Allen Iverson. J'étais fan. Non, moi, vraiment, moi, celui qui m'a vraiment donné envie à l'époque, c'était un peu Beckham, quand même. Beckham, en full tatouage, je parle. Je parle pas en pièces, je parle en full, que c'est lui qui s'était... Ouais, qui après, le premier footballeur a vraiment des tatouages un peu machin. Mais ouais, quand il est arrivé avec les deux bras tatoués, Backstreet Boys et Allen Iverson. Quand il est arrivé avec les deux bras tatoués, j'étais putain. Tu vois, ça a démocratisé à mort. Donc ouais, ça m'a. Mais bon, ouais. Bon, bref. Travailler avec des Américains, important ou pas important? Ou collaborer avec des Américains? Ça a été important pour moi parce que ça m'a appris une autre manière de travailler en studio notamment. C'était déjà, c'est que en France, on a toujours tendance, le compositeur, il aime bien faire tout le truc tout seul, l'auteur un peu. Tout le monde a du mal un peu à partager tu vois, parce que tu penses ça sème, tu penses au droit, tu dis ouais, mais machin, j'aimerais essayer de prendre tout seul, tu vois. Et aux US, ils sont pas du tout comme ça. T'as 5 mecs dans le studio, chacun balance une idée. En fait, c'est un peu ce concept de on ne sait pas tout seul ce qu'on sait à plusieurs, en fait. Et donc là-bas, ça marche comme ça, c'est que chacun amène un truc. Et au final, je trouve que c'est vachement payant. Quand tu réunis les talents, évidemment, t'as forcément un cocktail plus explosif que d'avoir 2 mecs dans une salle. Après, à 2, tu peux faire des tubes incroyables. Moi, juste une photo de toi, je l'ai fait tout seul. J'ai fait la top line et tout le texte en 2 heures, tu vois. Ça, oui. Mais aux US, du coup, la répartition sur les deals, du coup, comme ça, quand il y en a plein qui ont... Je cherche pas à comprendre, tout le monde aussi. On était 5, allez, on divise en 5, tu vois. Après, il y a un autre truc aux US, c'est que l'artiste, quand c'est une resta, il prend quoi qu'il arrive des droits d'auteur et de compositeur. Parce qu'en gros, il dit, même si j'ai rien fait,
si je vous prends pas, vous êtes pas là-dessus. Et moi, avec un projet comme le mien, je vous permets de faire v'là les droits. Donc, c'est logique que je prenne ma part. Donc, il y a ça aussi aux US. Ouais, important. Moi, ça m'a fait une vraie ouverture d'esprit. Et je pense que tout le business, enfin, une grosse partie du business que j'ai aujourd'hui, c'est uniquement grâce au mindset et tout ça des US. Puis même les gens avec qui je me suis entouré, ça a été que des Américains. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui m'ont donné l'heure parce que les Américains d'abord. Parce qu'aux États-Unis, enfin voilà, c'était un autre level. Et puis encore aujourd'hui, t'as plein de gens qui te parlent parce qu'ils savent que t'es proche de telle et telle personne et que donc non, 100%. Mais encore une fois, c'est pas. Pour moi, c'est important, mais est-ce que c'est important pour tout le monde? Je pense pas. Ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ton travail, où tu veux aller. Moi, dans mon métier, c'était important. Avoir des fans, important ou pas important? Bah oui, c'est la base. C'est sans eux, il y a rien. Hein, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est eux en fait ma source de motivation. Que ce soit quand je vois leur visage dans mes concerts, leur sourire, leurs yeux qui brillent, tu vois. Je vois des familles entières, je vois des couples, je vois des jeunes filles, etc. Je vois de tout, tu vois. Et quand je vois les gens heureux, c'est tout pour eux, en fait. Et même dans la rue, je dis, même au-delà même des fans, les gens dans la rue, juste les saluts de l'athlète, les sourires, ou le livreur qui passe dans la rue, je suis en train de marcher, qui s'arrête, oh, Matt Pokora, comment ça va, frérot, et tout. Tu vois, je sais très bien qu'il y a des mecs qui s'écoutent pas du tout ma musique, ou ils ont écouté à l'époque, quand ils étaient plus jeunes et tout. Mais tout ça, en fait, me fait du bien. Et moi, c'est trop important. Et quand je suis aux US, c'est que évidemment, je suis pas reconnu comme ici. J'ai pas, tu vois, ce sentiment de faire partie de la famille des gens comme c'est le cas ici, tu vois. Et ben, ça me manque, tu vois. Aux US, ça me manque et je suis très content quand j'arrive dans l'avion Air France et que d'un coup, les gens me reconnaissent et que je vois leur sourire, leur regard, leur petit bonjour, le petit on adore ce que vous faites, ou même si t'aimes pas ce que je fais, mais tu sais, on vous aime bien et tout, vous êtes un bon gars et tout. Juste des trucs comme ça me motive tellement. Je trouve que c'est tellement magnifique ce métier de pouvoir justement avoir ces témoignages des gens dans la rue ou des fans, des vrais gens qui viennent te voir, qui achètent ta musique, mais trop important. Ouais. Toi, Taylor? Ouais, je pas le métier, donc pas important, mais important d'être reconnu de tes pairs, important d'être respecté dans ce que tu fais. Oui, après, fan, on fait pas le même métier, tu vois. J'ai pas un métier de mass market. Est-ce que c'est important d'avoir une communauté et d'avoir des gens qui suivent tes activités, ou comme Shares, où tu as des users, etc. Oui, mais après, mais c'est important d'être reconnu de ses pairs et d'être respecté parce que ça te permet vraiment de beaucoup de choses, de te développer à une vitesse assez incroyable. Mais parce que si tu viens de nulle part et que t'as pas de background et que c'est un peu plus compliqué, mais quand t'as fait une bonne première impression, que t'as des bonnes expériences et que t'as réussi un petit peu dans ce que tu fais, ça aide vachement. Donc, pour ma part, c'est différent, mais oui, c'est important. C'est quoi aujourd'hui la chose la plus importante pour vous pour finir? Ma famille. Moi, je me lève pour eux, je me couche pour eux, je vais au charbon pour eux aujourd'hui. J'organise ma vie en fonction de ma famille, de mes enfants. Il y a rien de plus important que mes enfants, tu vois. C'est quand maintenant j'ai du mal à partir de chez moi et je suis très content de rentrer et je me presse de rentrer, alors qu'avant, tu vois, bon, vous voulez faire ça, les gars, on peut faire ça, on peut chill, tranquille et tout. Maintenant, je regarde, je dis vite avant, et là ils vont se coucher là dans 30 minutes, si je peux arriver juste avant qu'ils se couchent ou des trucs comme ça, tu vois. Donc le plus important c'est ma famille, mes enfants. Ouais. Moi, c'est être heureux et être entouré des gens que t'aimes, parce qu'à la fin, c'est que ce qui reste. Hein. C'est comme je te raconte sur l'histoire du pêcheur qui est avec ses enfants et sa femme, avec ses enfants, sa femme qui écoute de la musique et qui mange avec ses amis. Et à la fin, on lui propose de devenir milliardaire. Donc, tu as tout un chemin où tu rates énormément de choses. Et pour, à la fin, revendre ta boîte pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire être avec ta femme, tes enfants, boire une bière. Bon, je bois pas, mais c'est le thème. Boire une bière et écouter de la musique avec tes amis. Donc non, pour moi, le plus important à la fin, c'est être heureux et être entouré des gens que t'aimes et puis pas se comparer. Je pense qu'on a chacun notre chemin, chacun notre réussite, notre vie. Et puis ma réussite, c'est pas forcément la réussite de quelqu'un. Et puis c'est à nous de poser le curseur. Tu vois, il y en a qui sont heureux en étant en ayant une famille, en ayant une vie beaucoup plus simple. Il y en a qui sont heureux parce qu'ils ont monté une entreprise, une licorne. Donc voilà, pas se comparer et puis chacun a sa destinée, quoi. Pour finir maintenant, dans ce genre d'échange-là, on a parlé d'énormément de choses différentes. On a abordé plein de sujets, que ce soit autour du mindset, de l'investissement, de la confiance, de plein de choses.
ça serait quoi vraiment la dernière chose la plus importante que vous aimeriez que quelqu'un qui regarde cette vidéo retienne? Genre, s'il devait retenir un seul message de tout cet échange-là, un seul truc à mettre en place dans son quotidien ou à incorporer. Le respect sous toutes ses formes, hein, comme on le disait, être à l'heure, respect de la personne, regarder les gens dans les yeux, etc. Déjà, c'est un premier truc. Je pense que ça aide beaucoup déjà quand tu es quelqu'un de respectueux qui agit comme un bonhomme ou une bonne femme, hein, je dis ça, mais quelqu'un voilà qui regarde dans les yeux, qui est pas fuyant, qui est respectueux, qui est bosseur. Déjà, je pense que le plus important dans la vie, c'est ça, c'est le respect le respect sous toutes ses formes, de pas avoir peur d'aller au charbon. Peu importe le métier dans lequel tu évolues, le domaine dans lequel tu évolues. Et c'est distribuer un maximum de bonnes ondes tout en faisant ton boulot, quoi. Tu vois, moi, c'est mon métier, oui, sur scène, mais ça n'empêche pas d'être quelqu'un qui envoie des bonnes ondes quand tu arrives à un rendez-vous, d'être, tu vois, il y a des gens, je sais pas, ils se cachent derrière ce truc, c'est peut-être stylé de faire la gueule ou de je ne sais quoi. Et de plus en plus dans cette génération, j'ai l'impression. Mais non, il y a rien de mieux que quelqu'un qui arrive souriant, qui est accueillant, qui est généreux, qui est respectueux, qui t'envoie des bonnes ondes. Donc je pense que ouais, le respect, la rigueur et puis ouais, la bienveillance, c'est important. Magnifique. Bah écoute, Taylor, t'as quelque chose? Non, après c'est redondant, mais voilà, j'en parle à chaque fois, c'est pas avoir peur de l'échec, se surpasser et puis faire quelque chose de sa vie, peu importe ce que tu en fais. Le plus important, c'est voilà, l'idée c'est pas d'être chanteur, entrepreneur, acteur, musicien, peu importe. Tu vois, je pense que déjà le plus important, c'est de bien dormir le soir. Ouais, peut-être en accord avec ça. Non mais quand je dis bien dormir, je me comprends. C'est-à-dire, quand tu vas te coucher, t'as pas d'angoisse particulière de se dire j'ai fait les choses bien. Tu fais le maximum que tu pouvais. Voilà, j'ai fait être en accord avec toi-même et te dire voilà, j'ai fait les choses bien. Bien sûr. Et ça te permet de dormir sereinement. Voilà, ça plutôt que de bien dormir, de dormir sereinement. Bien sûr. Je crois que ça c'est très important et c'est représentatif de ce que tu as fait dans ta journée. Si tu as fait les choses bien, tu as respecté les gens, tu n'as pas fait de choses de travers, tu as fait les choses dans les règles, tu dors sereinement. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, les gars. Yes. Merci. C'était top. Plaisir. C'est de Monsieur Chiche ou pas, c'était un plaisir. Ce qui est important, c'est combien de fois vous allez remonter après tomber. C'est tout ce qui compte.